Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et à l'occasion de la fin de la diffusion de la série de Penguin, dont je ferai une critique avec un invité très spécial, eh bien je tenais à vous faire une vidéo parce que oui, je n'ai jamais fait de critique vidéo de deux Batman réalisés par Matt Reeves et sortis en mars 2022 me semble-t-il, et donc ça me tenait à cœur d'enfin en parler en vidéo parce que j'estime ne pas forcément être de l'avis du consensus global qui est extrêmement élogieux, sans être quelqu'un qui démontrait le film, mais déjà tout d'abord mon apport avec Batman est assez particulier parce que c'est peut-être, en tout cas parmi très certainement mes super-héros préférés. J'adore Batman, j'ai grandi avec tout ce qui touche à Batman en tant qu'immense fan de DC Comics, que ce soit la série animée des années 90, la série animée de Batman, qui ressemble un tout petit peu d'ailleurs au film, je trouve, la série animée Batman Lance des héros, Beware de Batman, la dernière série animée Batman qu'on avait déjà évoquée en critique de Bruce Timm, Caped Crusader, sans oublier les différents films d'animation comme Dark Knight Returns, Year One, l'adaptation animée d'Halloween Halloween, Under the Redwood, etc., et tous les comics que j'ai pu lire, comme par exemple Batman Halloween Halloween, ou Killing Joke, ou plein de comics de ce style-là, ou Dark Knight Returns. Je connais Batman, et j'ai vu tous les films concernant le personnage, que ce soit celui de 1966, qui est un film propre à son époque, et donc à la série télé, qui est très... c'est un film aussi, c'est une série télé au cinéma, quoi. C'est un truc très léger, pas folichon, mais qui est agréable à regarder, quoi. Que ce soit le diptyque de Tim Burton, que j'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour le diptyque de Tim Burton, qui nous propose ce Gotham fantastique, on va dire, un peu surréaliste, avec ce côté conte de fées, un peu froid, macabre, qui manque peut-être un peu trop à Batman dans les adaptations modernes, je dirais, avec ce côté presque slasher de la manière dont on met en scène le Batman de Michael Keaton, presque animal, qui fait qu'on est certainement sur l'un des meilleurs Batman qui n'ait jamais existé. Et pour moi, les deux films s'équivaut, même si je pense avoir une plus grande affection pour le second, avec le Pingouin et Catwoman, qui ont été très mémorables dans ce film-là. Et puis il y a eu les deux films de Joel Schumacher, donc Batman Forever et Batman et Robin, auxquels j'ai grandi avec, donc j'ai beaucoup d'affection pour ces films-là, malgré le consensus critique qu'a évidemment Batman et Robin. Et oui, Batman et Robin n'est pas un très bon film, mais c'est pour moi l'un des meilleurs nanars qui existent, et c'est un film que je peux regarder plusieurs fois, tellement il est agréable à regarder, et tellement il a été fait de manière assez professionnelle pour un nanar, quoi. Joel Schumacher sait faire la mise en scène malgré tout. Et Batman Forever était un film que j'apprécie, donc voilà. Et puis nous avons eu la fameuse trilogie de Christopher Nolan avec Batman Begins. J'ai toujours eu des réserves avec Batman Begins parce que c'est un film que je trouve long et un peu chiant, dans un sens. Et je suis pas très fan de la manière dont il a un peu trop réinventé des personnages comme Ra's al Ghul ou l'Épouvantail qui sont vraiment pas très incroyables dans ce film-là. Mais il y a une patte artistique, il y a une ambition, il y a un développement du personnage de Batman qu'on n'avait pas eu précédemment, je trouve, qui en fait un film assez intéressant, notamment parce que son Gotham était encore un peu fantomatique à cette époque-là, ce qui en fait un très bon film malgré tout, même si j'ai des réserves et c'est loin d'être mon Batman préféré. Mais j'aime beaucoup, c'est peut-être le film que j'ai le plus vu de ma vie, peut-être The Dark Knight, bien sûr, un immense classique, souvent considéré comme le plus grand film de super-héros de tous les temps. Je ne serais peut-être pas totalement de cet avis, dans le sens où il y a plusieurs éléments qui me chiffonnent un peu, comme la mise en scène assez neutre et sans personnalité de l'action, concernant les combats à main de Christopher Nolan, le costume du Batman qui est dégueulasse, Batman que je trouve assez transparent et mis de côté dans ce film-là et que je trouve assez inintéressant par rapport aux vilains qui portent tout le film, comme le Joker et Double Face qui, eux, ont un développement absolument extraordinaire et un traitement incroyable, on va dire. Mais oui, la BO, la mise en scène générale, les visuels, l'intrigue, etc. fait que c'est un grand film, sans hésitation, mais j'ai des réserves qui font que je ne peux pas qualifier ce film-là de chef-d'œuvre, parce que j'ai des défauts à sortir, notamment ce Batman que j'ai du mal, on va dire. Et The Dark Knight Rises, ensuite, qui était un très bon film final, très bonne fin de trilogie, et je pense qu'on n'aura jamais droit à un équivalent de film de guerre ou de coup d'état dans l'univers de Batman, et donc je trouve que c'était une tentative très intéressante de faire ça avec Bane, qui était très bien, une Catwoman un peu trop transparente et un Batman qui devient enfin plus intéressant maintenant qu'il n'y a plus le Joker et Double Face. C'est un film qui a aussi des défauts, beaucoup de facilité, un côté un peu trop manufacturé, beaucoup trop visible, et plein de défauts de ce style-là, comme encore ce costume dégueulasse que porte ce Batman, le Batman de Christian Bale, que je trouve assez fade comme Batman honnêtement, et c'est là que la division commence déjà. Et puis nous avons eu nous avons eu le superbe film Lego Batman, qui est peut-être dans l'objectivité, dans la conception, dans la compréhension du personnage, peut-être le meilleur film qui n'a jamais été fait sur Batman, mais en tout cas c'est un très bon film Lego et film Batman que je vous recommande chaudement. Et puis nous avons eu l'interprétation du Batman de Ben Affleck, donc dans BVS, dans Justice League, dans Flash, dans Suicide Squad et tout ce que vous voulez, qui est probablement mon Batman préféré, dans le sens où on a enfin un Batman avec un costume noir et gris, déjà, le gris il était passé où
désolé, mais surtout parce que c'est le Batman des comics, ou un Batman surréaliste qui survit à des attaques dont personne ne pourrait survivre, qui affronte des menaces méta-humaines, extraterrestres, qui collabore avec plein de super-héros dans un univers partagé rempli de super-héros. Et j'aime beaucoup cette idée de faire un Batman post-Batman, un Batman brisé qui a perdu toute foi en l'humanité et dont la création de la Justice League va lui redonner cet espoir à l'humanité. Il avait un arc assez poétique. Et même si les films dont il apparaît sont extrêmement variables, j'ai beaucoup d'affection pour ce Batman très brisé, très froid, mais à la fois très sensible dans cette froideur, dans cette noirceur que nous proposait le Batman très bourrin et très costaud de Ben Affleck, qui reste mon Batman préféré parce que c'est le seul Batman, moi quand je le vois, je vois le Batman des comics littéralement à l'image, quoi. Donc voilà. Et vient ensuite le Batman de Matt Reeves, qui à la base devait être le film Batman solo de Ben Affleck, qui a migré parce que Ben Affleck, l'expérience de Ben Affleck en tant que Batman a été très très éprouvant pour lui, et donc Matt Reeves a récupéré le projet et en a fait un reboot de l'univers de Batman, un film Batman à sa sauce, donc sans prendre en compte Ben Affleck, ce qui a fait que ce projet est devenu un projet standalone où Matt Reeves a choisi de bâtir sa propre bible de l'univers de Batman, et donc d'où vient ce film de Batman que j'attendais depuis extrêmement longtemps, parce que Matt Reeves avait été annoncé dans le poste de réalisateur depuis 2017 et le film est sorti 5 ans plus tard en 2022, ce qui est un écart assez conséquent, en sachant que Matt Reeves, et là il nous a fait le même coup pour The Batman Partie 2, le mec met au moins 2 voire 3 ans à écrire ses scripts. Et à chaque fois tu t'attends à avoir un scénario de taré, tu te dis putain il va nous faire un truc de fou, et ensuite quand tu vois le film tu fais ça méritait vraiment 2 ans et demi d'écriture, Matt, puisque là, en plus, le film a été reporté à cause du Covid, etc., etc. Donc, beaucoup de complémentarité, un retard de sortie qui nous a valu une longue attente, vu qu'on avait une bande-annonce quasi un an et demi avant la sortie du film à l'époque, avec le DC Fandom, pour les anciens. Pour moi, le dilemme, c'est est-ce que j'aurais préféré voir le film de Ben Affleck ou le film de Matt Reeves, parce que les deux avaient une approche différente et qui allaient nous relever une partie de l'univers de Batman que je trouve trop sous-utilisé, sous-exploité au cinéma. C'est-à-dire que le Batman de Ben Affleck aurait dû être un film, me semble-t-il, qui aurait dû se dérouler au sein de l'asile d'Arkham, un peu comme les jeux vidéo Arkham Asylum notamment, avec une grosse exploration psychologique de Batman qui est entouré de tous ces méchants fous qu'il a emprisonnés. Mais ça aurait été surtout un film déjà, il y aurait eu Batgirl en sidekick, un détail aussi, et donc on a eu le retour des sidekicks chez Batman après les Robins de chez Schumacher et du film de 66, mais surtout ça aurait été un gros film d'action contre Deathstroke, avec un gros rival d'action qui nous aurait peut-être donné des chorégraphies qu'on n'a jamais eues dans la saga Batman en termes d'action, à part le Batman de Ben Affleck dans des films qui ne sont pas les siens. Batman en termes de chorégraphie, de scènes d'action, pas ouf quoi, c'est pas très impressionnant, ça manque du tact qu'on peut voir par exemple dans les films d'animation, Batman par exemple. Donc ça c'était l'aspect que Ben Affleck nous aurait proposé, là où Matt Reeves a choisi de proposer un autre aspect qui a été assez sous-développé par les autres adaptations de Batman, c'est-à-dire le côté détective. Le fait que Batman est le plus grand détective du monde et nous proposer un véritable polar noir en tant que film Batman, ce qui est aussi un parti pris que je valide totalement, parce que le Batman, en principe, c'est le plus grand détective du monde dans l'univers de DC Comics. C'est un enquêteur, c'est une personne qui a étudié un peu dans les fins fonds de tous les pays du monde et qui connaît donc son métier, on va dire. En plus d'être un justicier, c'est un policier dans un sens, un policier illégal, donc qui œuvre dans la justice en tant que justicier, donc en tant que vigilante. Donc ça fait partie intrinsèquement du personnage qui est apparu pour la première fois dans les comics Detective Comics, donc tout est lié au final. Donc bien sûr c'est aussi un point qu'il fallait développer parce que on l'a vu enquêter vite fait dans le Batman Forever, mais c'était des enquêtes très de grand public. On l'a vu un peu enquêter aussi dans The Dark Knight par rapport au Joker, ce qui était sympatoche mais sans que ce soit non plus trop exploité. Et Ben Affleck était un peu con, faut se l'avouer, dans BVS. Donc le côté enquête et le côté polar noir, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait tous de voir un jour en live action pour un film Batman, et c'est ce qu'on a eu avec ce film-là. Et je vous avoue que moi, ce film-là, j'étais très très chaud parce que les bandes annonces m'avaient énormément convaincu et parce que le casting aussi me convainquait pas mal. Parce que évidemment, comme pour tout film Batman, on a toujours le casting du Batman qui divise la planète entière. On pense à Michael Keaton, à Ben Affleck, et là c'est le tour de Robert Pattinson. Et moi, personnellement, j'ai toujours été très heureux du choix de Robert Pattinson, dans le sens où je trouve que c'est vraiment le mec, quand je le vois, je pense à Batman, dans un sens. Dans le sens où, moi, je n'ai jamais vu les films Twilight, et j'ai un peu vu la carrière auteur de Pattinson, vraiment des films comme Good Life, il me semble, Cosmopolis, La Cité perdue de Z, tout ce profil de carrière assez intéressante que Pattinson nous a donné.
plus son physique qui, je trouve, il me fait penser à Batman, quoi, Pattinson. C'est Pattinson, à la fois c'est le beau gosse avec un charme qui va subjuguer toutes les femmes, évidemment. Il est vraiment le beau gosse que tu verrais dans les pubs Dior, en costard-cravate, avec son regard noir et sur sa mâchoire carrée, etc. C'est vraiment le profil du Bruce Wayne parfait. Et à la fois, Pattinson, il a ce regard sombre, ce regard qui respire le vécu, la dépression, la haine peut-être. Et il y a un peu ce côté vampire à cause de Twilight qui a connoté ce côté-là. Il y a vraiment ce visage d'un mec un peu, peut-être un peu perturbé dans sa tête, mais qui à la fois arrive à manager cette instabilité dans une classe qu'il pourrait avoir en tant que Bruce Wayne. Donc Robert Pattinson, je trouvais que c'était un très très bon casting pour interpréter Batman. Et puis tout le reste du casting aussi me satisfaisait pas mal. Zoé Kravitz en Catwoman, que je n'avais pas vu grand chose avec elle, mais je trouve que ça passait très très bien en termes de casting. Également Jeffrey Wright en commissaire, surtout Capitaine Gordon, quand je le vois, couleur de peau ou pas, parce qu'il y a toujours ce débat éternel bien évidemment. Moi en tout cas quand je le vois, en sachant que c'était Mahershala Ali qui aurait dû jouer le rôle, je trouve qu'il passe 1000 fois mieux que Mahershala Ali, c'est-à-dire Jeffrey Wright, couleur de peau ou pas, c'est un excellent acteur, et quand je vois sa tête, je vois totalement la vibe que devrait dégager le commissaire Gordon, quoi. Donc je validais totalement ce casting. Et puis surtout Paul Dano en Riddler. Là, Paul Dano, je le voyais complètement. Paul Dano, pour moi, il y a vraiment la tête de ce mec qui peut être à la fois timbré, mais à la fois être un mastermind très malin avec son faciès très très particulier, qui lui donne déjà une certaine forme de prestance, en fait. Et puis il y a les castings qui étaient un peu plus curieux, comme Andy Serkis, donc qui joue Alfred, mais qui avec le temps passera très bien, et surtout Colin Farrell dans le rôle du pingouin, car curieusement, Matt Reeves tenait absolument à avoir Colin Farrell dans le rôle du pingouin, mais lui il imaginait plutôt la version Telltale, des jeux Batman Telltale, où justement le pingouin c'est juste un mec avec une carrure normale, une corpulence normale, avec un petit nez de pingouin, quoi. Sinon il ressemblait à peu près à Colin Farrell, quoi. Le maquilleur prothésiste du film, il a proposé une autre solution à Matt Reeves, et c'est la solution qui a donné le pingouin que l'on connaît aujourd'hui également, et puis Matt Reeves lui-même, sans oublier également John Turturro en Carmine Falcon également, qui est très, très bien aussi en termes de choix, et ça m'a surpris parce que moi j'avais rien vu de John Turturro à part les Transformers, donc savoir que John Turturro c'était un vrai acteur professionnel qui avait une super carrière et tout, c'était assez marrant à l'époque. Évidemment ma cinéphilie a beaucoup évolué depuis cette période-là. Mais vraiment, Matt Reeves, de base, j'aime beaucoup sa filmographie. Moi, j'ai beaucoup aimé sa trilogie, son diptyque en tout cas. Ces deux films, Planète des Singes, qui sont très très bons et qui ont clairement marqué en partie, je trouve, l'industrie cinématographique, notamment dans l'environnement des effets spéciaux. Et j'aime beaucoup le fait qu'il reprenne Andy Serkis en tant qu'acteur fétiche par rapport à La Planète des Singes. Et j'aime aussi beaucoup son Cloverfield, qui est peut-être mon... je sais pas, j'en ai pas vu tant que ça non plus, mais est-ce que c'est pas mon film catastrophe préféré, Cloverfield? Vraiment, cette réinvention absolument nickel, superbe, du fan footage mêlé avec le film de monstres, donc j'ai trouvé que c'était une réinvention habile qui donnait un film très très intéressant, et pour moi c'est des films tellement différents, La Planète des Singes et Cloverfield, que Matt Reeves c'est vraiment un artiste qui a une patte qui n'est pas très définie en fait. Avec Matt Reeves on pouvait s'attendre à tout, d'où cette patience de 5 années pour voir son film Batman, et donc de Batman, et la promo me vendait vraiment un film de fou. Et d'où était ma surprise quand j'ai enfin pu visionner le film à sa sortie avec une attente assez immense. Et c'est là que je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sur The Batman de Matt Reeves. Eh bien, je trouve que c'est un bon film. Peut-être même un très bon film, peut-être, mais pas un grand film, pas un film qui m'a subjugué dans le sens où il y a plein de défauts qui m'ont dérangé. Et d'ailleurs, on va pas aller par quatre chemins, ce sera une critique spoiler bien évidemment, ça fait 2 ans que le film est sorti, et cette critique est effectuée par rapport à la diffusion de la série Le Pingouin, donc tout est relié au fait que vous ayez déjà vu le film, donc courez pauvres fous si vous n'avez pas vu le film. Mais oui, pour moi c'est un film qui est bien dans le sens où... à la fois il nous adapte, je pense qu'il nous adapte, et c'est ça le paradoxe, c'est que je crois qu'on a l'univers Batman le plus comics accurate qu'on ait au cinéma, comme univers de Batman en termes d'ambiance, de style, de personnalité... Et à la fois, Matt Reeves veut quand même rester sur quelque chose de terre-à-terre, de grounded, comme on dit, de réel. C'est ça la différence, je trouve, avec le Batman de Christopher Nolan. C'est que le Batman de Christopher Nolan, c'est un Batman qui est réaliste, mais qui essaye de pousser à fond le bouchon du réalisme, en fait. C'est que le Batman de Christopher Nolan, il pourrait exister... Si vraiment on pouvait imaginer le maximum de l'ampleur de l'existence d'un tel personnage, quoi, avec des gadgets qui sont quand même de très haut niveau, que ce soit ses grappins, ses batarangs, tous les véhicules qu'il a dans sa trilogie,
Là où le Batman de Pattinson, c'est un Batman réel, dans le sens où il est réaliste, dans un sens, mais il est réel parce qu'il est dans un monde qui est très ancré esthétiquement, visuellement, thématiquement parlant, mais également dans son armement, dans ce qu'il possède, c'est que sa Batmobile, c'est une muscle car améliorée, tout simplement. Il a pas de batarang, quasiment pas, il a un logo, il a juste son logo. Il a que des gadgets un peu manufacturés, faits avec les moyens du bord. Sa cape ne le fait pas planer, il faut qu'il porte une combinaison pour voler, afin qu'il puisse planer en fait. Donc on est à la fois on est sur une dimension qui est très différente de celle de Nolan, et à la fois on pousse encore plus le bouchon à fond sur le côté réaliste. Réel de la vision que Nolan pouvait avoir, mais en allant beaucoup plus dans quelque chose de thématiquement approprié, et en termes de ton, d'avoir quelque chose de beaucoup plus ancré, je trouve, dans peut-être l'univers des comics Batman, justement. Là où le Batman de Nolan, c'est vraiment Batman dans un environnement très basique, le Chicago, quoi. Alors que là, on voit vraiment un Batman vivre dans un Gotham qui est très esthétisé, très marqué, très visible et très repérable dans tous ses aspects, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça le paradoxe, c'est que c'est un film qui s'inspire de pas mal de comics, notamment Batman Un long Halloween, donc ce qui est le grand classique donc de Jeff Loeb et Tim Sale, qui est l'immense classique des films, des séries d'enquête, des comics d'enquête concernant Batman, c'est le classique numéro 1, c'est le Batman Un long Halloween, que The Dark Knight avait déjà adapté en partie, en tout cas avait repris certains éléments, puisqu'ils avaient repris la partie un peu Joker du comics, et surtout la partie de trio Batman, Gordon, Harvey Dent, et la descente aux enfers de Harvey Dent en double face, qu'ils ont pris de ce comics-là. Là où The Batman va reprendre d'autres éléments de Batman Un long Halloween, par exemple. On a notamment le plot du film, qui, si on le lit dans de très grandes lignes, ressemble à celui d'Un grand Halloween, c'est-à-dire le côté comics d'enquête, où tu as Batman qui va essayer de retrouver un tueur en série qui commence à tuer des personnes corrompues de la ville de Gotham, des personnes relativement proches du mafieux, du gangster Carmine Falcone, donc peut-être menaçant Carmine Falcone au passage. Et donc Batman va devoir enquêter sur ce personnage mystérieux, masqué, qu'on appelle Holiday dans Halloween, le Riddler de Batman. Donc ce personnage mystérieux qui tue ces personnages corrompus probablement pour créer une vendetta par rapport à la corruption de la ville de Gotham. Et il commence à opérer ses crimes à partir du jour de Halloween, donc jour de fête en plus. Bon, la différence c'est que le film se déroule en une semaine à peu près, là où le comics se déroule sur une année entière, où le tueur du comics Holiday tue seulement durant des jours de fête. Là où The Riddler commence à tuer à partir de Halloween, mais ensuite tue une fois par jour, dans le film. Et donc Batman va devoir enquêter étroitement avec la police, avec Jim Gordon, malgré la corruption qui habite le GCPD. Et il doit aussi faire du profilage, en allant voir le calendrier dans les comics Batman, pour étudier le mode opératoire du tueur, à quel point il est similaire au prisonnier auquel il est en train d'interroger par rapport à sa méthode de profilage. Et c'est ce qu'il fait également avec le Joker dans la scène coupée de Batman, le côté profiler. Et puis il y a aussi le côté Catwoman qui est repris de Batman Un long Halloween, vraiment le Catwoman qui va cambrioler une banque, qui va essayer de cambrioler, de dévaliser un coffre-fort, Batman qui l'en empêche, et les deux qui vont jouer un peu au chat et à la souris durant tout le comics et tout le film, avec cette curiosité que Catwoman est toujours là quand Carmine Falcone n'est pas très loin, donc laissant penser à une sorte de mystère entre Falcone et Catwoman. Donc ça, ce sont vraiment les deux gros aspects qui a été repris de Un long Halloween, parce que sinon The Batman s'inspire aussi beaucoup de Batman Ego, le comics Batman Ego, qui est un comics qui explore la dualité à l'intérieur de Batman, c'est-à-dire que dans ce comics-là, on est sur la psychologie de Batman, on est sur un Bruce Wayne qui fait face à l'identité Batman, qui veut le dévorer, qui veut le prendre et ne laisser que le Batman en lui, en fait. Et lui, il a clairement pris ce comics-là dans un sens thématique, dans le sens où durant tout ce film, Batman pense... Batman veut opérer par le biais de la vengeance, en fait. Alors, et à la fin, il remet en question son code moral, ses actes, jusqu'à découvrir qu'à la fin du film, que c'est l'espoir qu'il doit apporter, il doit apporter de l'espoir au peuple de Gotham, et pas seulement penser à son propre bien-être, en tout cas d'addiction, de vengeance qu'il portait en lui durant tout le long du film. Et il s'est aussi beaucoup inspiré de Batman Terre 1, donc un comics alternatif de l'univers de Batman, où on a aussi un Batman jeune, qui est managé par un Alfred Pennyworth, qui est très militaire, avec des cicatrices, avec une jambe cassée, qui est qui ressemble beaucoup à celui de Andy Serkis. C'est aussi dans l'un de ces comics-là que le Riddler est l'un des antagonistes principaux, où justement il crée une inondation à Gotham. Et je crois que c'est dans ce comics-là qu'on fait de Martha Wayne une Arkham également, ce qui est aussi l'un des twists que j'ai vraiment apprécié dans ce film-là. Et puis on peut citer bien d'autres influences qui ont influencé à moindre mesure le film, comme Batman Hush par exemple, et bien d'autres, mais ce sont les influences majeures de ce film. Et j'aime beaucoup, et je dois avouer que je trouve que la mise en scène de Matt Reeves est plutôt efficace, dans le sens où
Il y a beaucoup de très beaux plans dans ce film, notamment avec la photo de Greg Fraser qui a aussi fait la photo de Dune par exemple et de plein de films qui ont été très très marqués visuellement par le public justement. Et le film est très beau vraiment dans cette lueur d'un Gotham où il pleut, où il peut faire tout bleu, où il peut faire jaune, notamment surtout jaune. C'est un univers qui est très jaunâtre, celui de l'univers de Batman, jusqu'à le final qui se roule dans des environnements plutôt bleuâtres par exemple, mais la photographie est très bien gérée, il y a un vrai travail du cadre, de la précision, on sent le côté storyboarding. Les deux savaient exactement quoi faire en termes de plans, et il y a beaucoup de plans très mémorables. Je pense notamment au plan où Batman est à l'envers, parce que du point de vue du pingouin, créant ce côté, le pingouin, la chauve-souris à l'envers en fait, ou les différents plans en parallèle de l'ascenseur de Carmine Falcon qui crée une espèce de auréole qui symbolise un peu le roi, le Falcon et puis Batman qui sont un peu les rois de Gotham en fait visuellement. Donc il y a plein d'idées symboliques assez intéressantes de ce côté-là qui marchent bien. Et ce que je trouve marrant avec ce film-là, c'est qu'on dirait vraiment un film Batman fait sous David Fincher en fait. Je trouve qu'il y a un côté très David Fincher dans la vibe du film, et ce n'est pas pour me déplaire, vu qu'on est sur une vibe à la David Fincher, c'est-à-dire un polar noir, tout à fait. Et oui, je trouve que la mise en scène est très bien et très intéressante dans le travail du cadre, et donc du plan, et des travelling, et de plans bien millimétrés. Après, je la trouve pas non plus virevoltante, on va dire, dans le sens où, pour moi, l'un des plus grands défauts du film, c'est l'action, par exemple. C'est que moi, qui voulais réclamer enfin des putains de scènes d'action dans un film Batman, là... C'est un peu mieux que celui de Nolan, parce qu'on n'est pas que sur du gros plan large un peu moche, quoi, mais ça varie un peu plus, mais on varie du style, c'est des variations du style plan large, plan rapproché, plan large, plan rapproché, et ça c'est vraiment la variation de plan que tu fais quand tu sais pas faire des scènes d'action. Et autant il y a une scène d'action qui était excellente, et c'est pas du combat à main nue, mais c'est la scène d'action de la Batmobile, qui est vraiment peut-être, je pense, le point d'orgue, le moment un peu iconique du film, la scène d'action de la Batmobile, où là il a mis à fond, il a braqué des caméras sur les côtés de la voiture, en face de la voiture, en face des personnages, sur d'autres véhicules. En vrai, il a fait la mise en scène la plus généreuse possible concernant toute la course-poursuite de la Batmobile, qui est effectivement la grande scène, je pense, peut-être en tout cas techniquement du film, on va dire. Mais le reste des scènes d'action, que ce soit Batman au début, je trouve que la scène d'action est assez mal filmée, les scènes d'action au Iceberg Lounge, vraiment la seule scène d'action de Batman que j'ai vraiment appréciée. Il y a le petit moment chez Falcon où justement il joue avec la lumière qui est causée par les rafales de balles, mais ça c'était déjà une idée qui avait déjà été exploitée par Nolan dans Rises, mais la seule scène d'action que j'ai vraiment appréciée par rapport à Batman, c'est vraiment le combat final en fait. Le combat final qui faisait pour le coup très Batman Arkham justement, où là Batman affronte genre 15 bras droits en 5 minutes quoi, il fait plein de combos, il se sert des câbles, des mousquetons, de tout le contexte du décor, il se sert de fumigène, de sa cape, de ses gadgets. Là on est sur un Batman qui est plus dynamique, et c'est vraiment la scène d'action que j'ai vraiment appréciée du film et qui était plutôt bien mise en scène pour le coup. Là où le reste était peut-être un peu trop timide et un peu trop réaliste dans un sens, et ça me dérange. Et on attend toujours un Batman avec des putains de scènes d'action, encore une fois. Mais oui, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'idées de mise en scène qui s'inspirent de pas mal de films. Je pense notamment à la scène d'intro qui, beaucoup disent, s'inspire beaucoup de la conversation secrète de Coppola. Bon, c'est évident, mais moi je vois surtout Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock, avec le point de vue, en commençant le film par le point de vue du tueur, avec le soufflement qu'il a, et puis les quelques moments un peu de mise en scène un petit peu horreur, justement, avec le Riddler qui est éclairé par la télévision du maire qui clignote, par exemple. Donc il y a plein d'idées comme ça, et il y a un gros travail du sound design, que ce soit sur la respiration du Riddler, par exemple, sur les bruitages des gadgets de Batman, sur la Batmobile, notamment sur le moteur de la Batmobile, le bruit du moteur de la Batmobile qui semble être aussi enragé que Batman. Donc j'aime beaucoup la personnification qui met en parallèle l'auteur du véhicule et le véhicule en lui-même, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant dans la DA du son, et le son est effectivement très bien travaillé. C'est une très bonne expérience sonore de Batman, notamment avec le fait qu'il pleuve tout le temps, donc il y a toujours eu un environnement sonore qui est rempli quoi, dans ce film-là. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres idées de mise en scène que j'ai pas en tête. Et puis l'idée d'insister sur tous les plans où on voit de l'ombre, parce que les criminels ont peur du fait que Batman soit potentiellement derrière cette ombre, créant ce côté omniprésent de la présence de Batman qui est aussi intéressante également, jusqu'à la progression visuelle évidemment de Batman qui va devenir le symbole de Gotham, qui va prendre l'éclairage rouge pour devenir la lumière de Gotham, et puis le fait qu'on le voit de jour à la fin du film. Donc toutes ces idées de plans, évidemment le fait que Batman adore jouer sur la profondeur de champ, en faisant des gros plans sur les visages et en foutant les arrière-plans ou en faisant des profondeurs inversées.
notamment avec la séquence sur le Joker, où son visage est constamment caché par la profondeur de champ qui n'est pas mise sur lui, par exemple, le flou en tout cas est mis sur lui, donc la netteté n'est pas mise sur lui, logique. Donc il aime bien aussi jouer sur ce côté-là, sur le mystère, sur l'intériorité des personnages. C'est un film qui est assez intérieur, qui a un gros travail de l'intériorité, parce que on reprend ce trope assez classique du film noir qu'est le travail de la voix interne du personnage principal de Batman, qui t'offre deux monologues, un monologue assez plein de désespoir où il pense qu'à la vengeance et à la haine en début de film, et son monologue d'accomplissement où il dit que maintenant l'espoir est la chose qu'il doit apporter à la ville de Gotham en fin de film également. Et il y a plein d'idées visuelles intéressantes, notamment sur l'esthétique de Gotham. J'aime beaucoup le fait que la tour Wayne et une espèce de couronne qui fait les oreilles de Batman en fait. Donc en nous indiquant que la tour Wayne en fait c'est la tour de Batman en fait. Visuellement c'est simple, mais du coup quand tu vois ce détail visuel, dans tous les plans larges du film tu sais où est la tour Wayne du coup, donc c'est assez intéressant comme idée on va dire. Et c'est quelque chose qui est bien appuyé par la musique de Michael Giacchino. Michael Giacchino c'est le mec le plus bipolaire au monde. C'est à la fois il peut te faire des BO mais oubliables de fou, comme avec Thor 4, avec la dernière trilogie Spider-Man. Et puis il peut te faire des petits morceaux assez intéressants comme la planète des singes, Star Trek, et notamment de Batman, qui est une BO qui a beaucoup marqué les esprits, à juste titre, puisque la BO pour le coup est vraiment très très bonne. Pour moi c'est une BO, pour moi c'est très compliqué de rivaliser avec les BO qu'on a eu avant de Batman. Pour moi Tim Burton, la BO de Danny Elfman est quasiment impossible à rivaliser. En plus avec celle de Hans Zimmer à côté aussi, c'est très très compliqué de rivaliser aussi. Sans compter les autres BO de Batman, je pense à la BO de Shirley Walker sur la série animée qui est aussi iconique. Mais je trouve, sans atteindre ce niveau-là, je trouve que Michael Giacchino arrive à bien se mettre à côté de ces niveaux-là et de proposer une BO très très qualitative. Après, j'ai toujours mes petits problèmes à moi, dans le sens où je trouve que la BO de Batman n'est pas très recherchée, dans le sens où en gros c'est le thème de la marche impériale de Star Wars, sauf que les notes partent vers une autre direction, en fait. Donc autant le thème est très mémorable, pour beaucoup le thème on le reconnaît bien, on reconnaît Batman, etc., ça pas de souci. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un thème peut-être un peu plus recherché pour Batman que juste nous refaire un peu la marche impériale, j'ai envie de dire. Là où je trouve les autres thèmes des personnages un peu plus intéressants, comme le thème du Riddler, qui est en fait une reprise de Ave Maria, mais de manière orchestrale et presque horrifique, fantomatique, ou le thème de Catwoman qui, à la manière du thème de Catwoman dans Dark Knight Rises, ce côté très très chatoyant, justement, très très minutieux, qui fait très film noir, justement, donc qui donne une BO très très belle. Et puis la BO de Bruce Wayne, une BO pleine d'espoir, un peu plus light, qui je trouve est assez mémorable aussi, qui s'accompagne bien quand tu le rallies à la BO de Batman pour montrer les deux personnalités qui se confrontent. Donc oui, on a une BO de film d'enquête noir qui fonctionne très très bien, et Michael Giacchino a fait un super taf, même si j'ai des petites réserves sur le thème principal qui n'est pas fifou en termes de composition, nous allons dire. Et puis il y a bien sûr la reprise de Something in the Way de Nirvana, puisque Matt Reeves a écrit le film en écoutant cette chanson en tête et en comparant un peu l'état d'esprit de Batman à celui de Kurt Cobain de Nirvana donc. Ce qui est une musique qui va bien avec son Batman à lui, on va dire, et tant qu'à faire, est-ce qu'on pourrait pas parler de son Batman directement, dans un sens, le Batman de Robert Pattinson, parce que je pense que c'est un peu le paradoxe, c'est qu'à la fois on doit être sur le pire Bruce Wayne, et à la fois je pense qu'on n'a jamais eu un Batman aussi proche des comics que ça. C'est ça qui pouvait me déranger avec le Batman de Christian Bale par exemple. C'est que le Batman de Christian Bale, c'était un Batman qui était beaucoup trop factuel, beaucoup trop limpide, beaucoup trop sain d'esprit. C'est un mec, il a dit, il faut que je sauve Gotham, je vais me fringuer en chauve-souris, mais si Gotham va bien, j'arrête de me fringuer en chauve-souris, point, quoi. Mais le mec, il était trop fade, trop lisse, il manquait d'un grain de folie, enfin, il était trop James Bondien, le Batman de Christian Bale, en fait. C'était vraiment ce justicier avec tous ses gadgets qui faisait un peu d'humour aussi. Alors que pour moi, Batman, ça a toujours été, pour moi, ce qui définit Batman, par exemple, et c'est ça que j'aime aussi avec BVS par exemple, avec Justice League plus, c'est que Batman, si on le compare par exemple avec Superman, Superman est plus humain que Batman. Parce que Superman, lui, a vécu dans un contexte d'individu normal en fait, dans une ferme avec des parents qui l'aiment, une bonne éducation, il a eu des copines, et ensuite il essaie de trouver un boulot au Daily Planet en tant que simple salarié. Là où Bruce Wayne, déjà, il a vécu dans la richesse en tant que Wayne, et lui, le vrai Bruce Wayne, entre guillemets, est mort au moment où ses parents se sont fait assassiner devant ses yeux quand il avait 8 ans. Et à partir de là, c'est là que Batman est né en fait, c'est que Bruce Wayne n'est jamais vraiment ressorti de ça. C'est son seul état d'esprit, alors qu'il avait que 8 ans, son seul état d'esprit qu'il a occupé pendant 15 ans, on va dire, le temps qu'il s'entraîne pour qu'il devienne Batman, c'est d'imaginer c'est de vouloir venger la mort de ses parents sans tuer les assaillants évidemment, étant un justicier. Et donc il y a aussi ce détail super intéressant qui n'a jamais été vraiment confirmé, je crois que c'était un accident,
Mais vu comment tout le monde avait appuyé ce côté-là et que j'aimerais vraiment que ce soit canon, j'ai envie de dire, j'adore le détail comme quoi le logo de Batman, qui est aussi un peu son seul batarang du film d'ailleurs, ben, ça semble être fait de la matière du flingue et du pistolet qui a tué ses parents. Donc comme symbolique, c'est assez cool d'avoir reconverti l'arme du crime comme un symbole d'espoir et de peur dans un sens, on va dire. Peur pour les criminels, espoir pour les Gothamiens, nous allons dire. Et donc Batman, c'est un personnage qui ne pense que vengeance durant le reste de sa vie, sans penser à vivre une vie normale, à devenir normal. Le mec, il pense juste à devenir un surhomme, en fait. Il s'entraîne sur tous les domaines possibles de combat, de chimie, de tout ce qui puisse exister, en fait, de mécanicien. Et quand il devient Batman, sa seule mission, c'est pas de reprendre l'entreprise Wayne et de devenir businessman et de faire avancer le business de son père. Lui, la première chose qu'il veut, c'est retrouver le mec qui a tué ses parents, en fait, dans un sens. Et c'est ça un peu la tragédie de Batman. En tout cas, c'est la tragédie, parce que dans les comics, c'est pas toujours. Dans les comics, c'est Joe Chill qui a tué ses parents, et éventuellement, il y a un moment, il va retrouver Joe Chill dans certains comics Batman. Là, non, c'est la tragédie qu'ils ont gardée dans ce film-là, que j'aime beaucoup l'idée d'ailleurs. Parce que Batman ne trouvera jamais l'assaillant qui a tué ses parents, il ne saura jamais comment ses parents sont morts, entre guillemets, pour quelle raison en fait. Et du coup, Batman, à chaque fois que Batman sort la nuit pour combattre des criminels, à chaque fois qu'il va chercher un criminel, à chaque fois qu'il va tabasser un criminel, il voit l'homme qui a tué ses parents. Tous les jours, il voit l'homme qui a tué ses parents, et il se venge constamment sur lui, il rabat sa rage, la rage d'avoir perdu ses parents, de sauver des gens, qui ne vont pas vivre cela, la mort que ses parents ont vécue, et de punir ceux qui auraient pu être ceux qui ont tué ses parents. C'est ça Batman, c'est un taré. C'est un mec qui dort pas, qui pense qu'à la haine, à la vengeance et à la justice. Mais pas juste à la justice de manière où il a envie de sauver la ville, c'est une addiction en fait. C'est ça qui est intéressant avec Batman, c'est que il est addict de cette vengeance, il est addict de sortir la nuit, de tabasser des gens, de nourrir cette vengeance chaque nuit, de nourrir cette vengeance et donc de se sentir entier en acceptant cette vengeance et en s'appelant même carrément vengeance dans le film, vu qu'au lieu d'avoir le fameux I am Batman dans ce film-là, on a le I am Vengeance à la place. Donc c'est ça le mantra du personnage, et ça je trouve que c'est une idée qui est complètement fidèle au personnage de Batman, tu vois, c'est ça que je vois en Batman. Surtout que je trouve que le Batman de Pattinson, c'est vraiment le seul Batman qui a vraiment ce côté mec qui dort jamais. Ça se voit qu'il dort pas, ça se voit qu'il est tout pâle, qu'il voit presque jamais la lumière du jour, que le mec il doit même porter des lunettes de soleil quand il y a trop de lumière. On voit le mec qui dort pas, quoi, et c'est totalement la vibe que Batman doit dégager pour moi, quoi. Batman, c'est un psychopathe. Batman, c'est un psychopathe, c'est un taré qui est aussi taré que ses ennemis, et c'est ça qu'on doit repérer dans un film Batman pour moi. Et pour moi, c'est aussi ça qui justifie pourquoi un mec comme ce mec-là va recruter des gamins de 12 ans pour devenir Robin. Genre jamais tu recrutes un Robin dans un monde pareil, mais lui il le fait, parce que c'est un taré quoi. C'est à la fois, en fait il partage son sentiment de vengeance envers un autre enfant qui a perdu ses parents de la même manière que lui, et donc il lui donne cette chance de pouvoir se venger également en fait. Donc c'est ça le truc, c'est Batman, c'est un giga taré qui pense qu'à la haine et à la vengeance. Et donc c'est ça qui fait que l'arc de Batman dans ce film là est super intéressant, puisque là on est en train de récupérer un peu le Batman principal, j'ai envie de dire des comics, le Batman qui n'est pas juste une entité pleine de haine et de vengeance, mais une entité qui doit aussi apporter de l'espoir. Il ne doit pas oublier qu'être Batman, c'est pas juste un travail personnel, un travail égocentrique, parce que c'est ça, Batman, c'est un personnage qui est égocentrique dans ce film-là, mais il doit aussi faire la part sur le fait qu'il offre une image aux gens. Est-ce qu'il doit faire peur à Gotham, ou est-ce qu'il doit apporter de l'espoir à Gotham afin que cet espoir leur aide à améliorer la ville en fait. Et c'est ça que le message de fin du film nous offre, c'est un Batman qui comprend qu'il doit apporter de l'espoir. Surtout qu'ils ont enfin fait ce détail des comics que je trouve on n'a jamais trop senti dans les films, à part vite fait avec The Dark Knight, avec l'arrivée du Joker, c'est que Batman il arrive toujours dans une époque, notamment dans Halloween par exemple, il arrive toujours dans une époque où il veut faire justice en tant que Batman dans un monde où il n'y a que des gangsters à Gotham, c'est-à-dire on est dans une époque où c'est les Falcons et les Maroni qui sont les rois de la ville, entre guillemets. Et c'est vraiment l'arrivée de Batman, et donc cette profusion de vengeance, de haine qu'il apporte à Gotham, et c'est cette présence-là qui va créer l'arrivée des super vilains en fait. C'est à cause de Batman que le Joker, que le Riddler, que Double Face, que le Pingouin, que tous ces personnages-là vont arriver, que Catwoman, parce que déjà ils vont s'inspirer de Batman, et parce que Batman symbolise un peu une sorte de cassure dans l'univers des comics. C'est que Batman arrive au moment où les Falcons et les Maroni sont quasiment sur la fin. Et ensuite, ça va créer une nouvelle vague dans l'ère de Gotham qui va être celle de la vague des super vilains avec le Joker, avec les fous de l'asile d'Arkham, par exemple. Et donc, il va se retrouver à confronter des personnages qui sont similaires à lui, qui sont aussi tarés que lui,
Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le choix, et ça c'est vraiment le twist qui m'avait vraiment plu à l'époque du film, le twist d'avoir fait de Martha Wayne une Arkham, parce que dans les comics déjà Martha Wayne à la base c'est une Kane, donc rien à voir en termes de famille, alors que les Arkham déjà c'est quelque chose de très connu dans l'univers de Batman, c'est une famille, ce sont les créateurs de l'asile d'Arkham, cet asile de fous où Martha Arkham elle-même a été internée du coup dans cet asile, comme on a pu le voir dans ce film-là, et pour moi c'est super intéressant parce que ça remet complètement en question déjà la santé mentale de Bruce Wayne, parce que peut-être qu'il a hérité en partie de la folie de sa mère et qui s'est ensuite transformé en cette personnalité de Batman en fait. Et je trouve qu'en termes d'idée c'est super intéressant parce que c'est encore plus cohérent avec l'image un peu que je me fais de Batman qui est censé être un gros taré. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que les deux grandes maisons, les deux grands héritages familiaux de Batman, c'est le manoir Wayne, c'est l'héritage de son père, de Thomas Wayne, de son entreprise, et c'est l'asile d'Arkham, l'asile où il interne tous ses pires ennemis, tous ces personnages qui sont tous tarés et qui incarnent tous un peu une dimension folle du personnage de Batman, comme Double Face qui incarne une vision différente de la justice de Batman, le Riddler qui est un alter ego sur l'intelligence de Batman, l'Épouvantail qui est un alter ego sur la peur de Batman, puisque Batman avait peur des chauves-souris et c'est ça qui a fait qu'il a pris cette identité-là. Donc ouais, pour moi l'asile d'Arkham, et ça a toujours été ça pour moi dans un sens, l'asile d'Arkham c'est censé être un peu le qui-est de tous les traumas psychologiques, de toutes les pathologies psychologiques de Batman, représenté en chaque super vilain en fait. Et donc le fait que l'asile d'Arkham soit entre guillemets l'héritage familial de Batman aussi, ça rend cet aspect-là plus intéressant parce que limite l'asile d'Arkham ça pourrait être sa deuxième maison en fait. C'est Batman en fait mériterait tout autant d'être interné dans cet asile que tous les ennemis qu'il a enfermés quoi. Et donc je trouve que ce twist fonctionne parfaitement bien dans la logique de Batman. Mon problème, c'est le côté Bruce Wayne qui est complètement mis de côté. Et comme je l'ai dit précédemment, je voyais tellement Robert Pattinson faire un Bruce Wayne absolument formidable. Et ça, pour le coup, les Bruce Wayne qui étaient vraiment très très bien, c'était vraiment ceux de Christian Bale et de Ben Affleck. Vraiment, ce Bruce Wayne c'est un masque. Ça oui, Bruce Wayne c'est un masque, c'est le cas dans les comics. Mais c'est censé être un masque qu'il faut porter quand même, quoi. C'est là, Matt Reeves a pris le parti pris de prendre un Batman jeune et qui n'avait pas encore atteint le statut d'être un Bruce Wayne potable en fait. D'atteindre le statut ok, je suis Batman. Mais il faut que j'ai une image, il me faut une image publique et il faut que ça se voit que je suis pas Batman quoi. Il faut que ma couverture soit parfaite quoi. Ce que faisait très très bien Christian Bale quoi. C'est le Bruce Wayne qui était un peu ignare, qui sortait avec toutes les filles qu'il trouvait, qui était un peu con, mais à la fois, et c'est ça aussi le point intéressant et le point qu'ils ont assez peu évoqué je trouve dans le film, et c'est le point qui m'a un petit peu déçu dans un sens. C'est oui, ok, tu es obsédé par l'idée d'être Batman, ok. Mais en Bruce Wayne aussi, tu peux faire énormément de choses pour Gotham. Tu es un milliardaire, tu as tout l'argent du monde, tu peux avancer la reconstruction de la ville avec tellement de manières en tant que Bruce Wayne. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas fait un parallèle entre les deux dans The Batman, quoi. Qu'on n'ait pas montré à la fois l'obsession de lui en tant que Batman, et à la fois le fait qu'il soit aussi un Bruce Wayne qui joue bien son jeu, classe, beau gosse, charismatique, qui drague des filles, etc. Mais un Bruce Wayne qui a une morale positive, une morale qui compte améliorer la ville de Gotham, quoi. C'est aussi ça, je trouve qu'on rend le Batman un peu con par rapport à son obsession, en fait, en faisant de ce Batman un Batman tellement marqué par son obsession de combattre la justice à main nue, qu'il en oublie que le mec est aussi Bruce Wayne, quoi. Et ça, c'est le défaut qui m'a dérangé, c'est qu'on ait un film Batman où il n'y a que Batman, en fait. Et à la fois, je trouve que ça, c'est cool. On n'a jamais eu un film Batman avec autant de Batman dans un film Batman, dans le sens où, pour le coup, ils ont fait ce parti pris de Pattinson qui porte son masque durant bien 75% du film. Donc, il est énormément présent en tant que Batman, et ça, c'est cool. C'est qu'on a, pour le coup, on a vraiment l'impression de lire un long Halloween, quoi. On est vraiment sur une histoire de Batman où on suit le point de vue interne de Batman durant tout le comics. On connaît ses pensées, on suit son regard, etc., etc. Donc, ça c'est cool, mais je trouve ça dommage qu'on ait négligé à ce point le côté Bruce Wayne, et avec les rumeurs qui disent qu'après de Batman 2 se déroulerait à peine 1 à 2 mois après le premier, j'ai peur qu'on n'ait pas le droit à cette amélioration de l'image de Bruce Wayne, quoi. Parce que moi je veux, surtout avec Pattinson, quoi. Pattinson, c'est ça que je voyais, Pattinson je le voyais totalement jouer les deux faces en fait. Les deux faces, et le fait de le limiter qu'à une seule face m'a un peu déçu en fait. Parce que Pattinson je le trouve bon en Batman, dans le sens où il a trouvé la voix qu'il fallait pour faire un Batman un peu plus silencieux, moins bourrin peut-être que celui de Bale et de Ben Affleck, un Batman plus simple, plus calme, plus sombre dans sa voix.
Mais à la fois, il joue que ça en fait. C'est ça qui me dérange, c'est que je trouve que tu avais un vrai potentiel de jeu avec Robert Pattinson qui est en plus capable de jouer une infinité d'accents en plus. Et tout ce que tu lui donnes à jouer, c'est juste cette voix un peu sombre, un peu monotone, qui des fois peut crier, qui des fois peut s'inquiéter au fil du film bien sûr. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas donné plus à Pattinson et qu'on n'ait pas exploité le côté Bruce Wayne. C'est que Pattinson, il m'a pas impressionné dans le rôle. C'est pour ça aussi pour moi que c'est pas mon Batman préféré, même si c'est probablement dans l'état d'esprit le Batman le plus comics accurate, parce qu'il manque pour moi le côté Bruce Wayne, et parce que justement on lui laisse pas jouer plus que le côté Batman en fait. Et c'est un peu ça qui me dérange un peu, c'est que Pattinson est très bon, je trouve, il est bien, sans être fantastique. Surtout j'ai du mal aussi avec sa coupe de cheveux un peu émo là. C'est aussi ça qui me fait penser au dessin animé de Batman, c'est vraiment sa dégaine de Batman un peu jeune. Mais je trouve qu'on loupe tellement une coche avec le côté Bruce Wayne que le côté intégralement Batman ne me suffit pas quoi. Donc c'est vraiment le défaut que j'ai, c'est dommage parce que même je trouve que dans la prestance, dans le design, c'est Batman quoi, on n'a jamais eu un Batman aussi Batman que ça presque, c'est-à-dire on est sur un Batman qui collabore avec les flics, pour une fois, je trouve que c'est un truc qu'on voit de moins en moins, un Batman qui collabore avec la police, qui se balade dans des scènes de crime, qui étudie des scènes de crime, comme les modes détectives des jeux vidéo Arkham par exemple, c'est totalement du Batman tout à fait, c'est un enquêteur qui enquête, qui récupère des échantillons, qui résout des énigmes, etc. Et ça c'est super bien traité dans le film, et c'est ça qui est intéressant, c'est que il échoue dans ce film-là. Un peu comme dans Halloween, où dans Halloween, il réussit. Je crois qu'il sauve aucune des victimes qui sont tuées par Holiday, le tueur Holiday. Et là, pareil, dans ce film-là, il arrive à peine à sauver 1 à 2 personnes parmi les victimes potentielles du Riddler, en fait. À la fin, Batman, il perd, en fait. Batman, quasiment, à part Bruce Wayne et la mère, toutes les victimes du Riddler sont mortes. Le Riddler a tué tout le monde, a tué toutes les personnes qu'il voulait, et l'inondation qu'il a causée, et ses produits, il a causé cette inondation. Donc Batman n'a pas tant gagné que ça. Il a retenu une leçon, il a appris quelque chose, mais c'est aussi là qu'on voit que ce n'est pas un détective très malin dans un sens, c'est qu'il fait beaucoup d'erreurs. Et à la fois, je trouve ça intéressant, je trouve que ça nous crée des situations assez cool, et à la fois je trouve que ça nuit un peu à la réputation des plusieurs détectives du monde du personnage, mais ça me dérange pas, on va dire, parce que c'est le premier film, et c'est un film où il apprend, où il perd, où il fait affaire à plusieurs défaites, à plusieurs révélations, et donc ça c'est un choix qui est intéressant. Et puis il y a aussi la posture du personnage, c'est qu'on est sur un Batman qui marche presque comme un fantôme, très doucement, très droit, plutôt imposant avec son costume, et merci à Zack Snyder encore une fois de nous avoir ramené le costume des comics noir et gris, parce que maintenant celui de Matt Reeves aussi a un costume noir et gris, du coup le code couleur que Batman devrait toujours avoir, le code couleur des comics, donc merci. Et donc j'aime beaucoup son design aussi, j'aime beaucoup l'armure, qui fait très Arkham avec ses plaques, son logo que j'aime beaucoup, qui fait très simple, qui rappelle beaucoup le logo du Batman de 1939, avec du coup la forme de son masque, son col. Et j'aime beaucoup l'idée du col pour le coup, parce que déjà il y a un côté très détective avec le col qui fait un peu Sherlock Holmes dans un sens, et qui permet du coup à Pattinson de pouvoir tourner sa tête, contrairement à certaines versions de Batman également. Ça lui donne un côté plus aéré, je trouve. Et puis je trouve que tout le côté armure me dérange pas, personnellement. Je suis un partisan du costume, mais le côté armure ne me dérange pas de Batman. Donc que ce soit ses bottes, son design un peu presque western, il y a un petit côté western avec ce Batman-là, que ce soit la séquence avec la Batmobile, on a vraiment le champ contre champ entre la Batmobile et le Pingouin, qui fait très duel de western, et le fait que j'aime beaucoup l'idée que son grappin soit une espèce de revolver qui sort de sa main, qui se rétracte de sa main, je trouve que l'idée est assez cool. Donc il y a un petit côté western presque Clint Eastwoodien, je trouve, dans la vibe du Batman, qui est très mystérieux, qui parle très peu, qui a une présence très fantomatique. Tout ce qui me manquait pour le Batman parfait, c'était vraiment la cape qui planque tout le costume, ça c'est le truc qui me manquait. La cape vraiment qui lui aurait donné la vibe fantomatique ultime en fait. Et puis au début j'avais du mal avec son masque, dans le sens où pour moi Batman, il a un masque un peu plus fermé, il a des traits un peu plus forcés et gras on va dire sur le masque. Là son masque faisait un peu trop rond, je trouve, un peu trop tête de con je trouve. Mais avec le temps, avec le côté très manufacturé de son design, avec vraiment on voit la couture sur son masque, etc. Et surtout le regard de Pattinson, parce qu'il y a aussi le débat de est-ce qu'on met des yeux blancs ou pas aux super-héros. Personnellement, j'aimerais bien qu'on mette les yeux blancs à Batman un jour, mais pas parce que je suis contre que l'on voit les émotions des acteurs et les émotions des jeux du personnage. Ça non, parce que pour le coup, Pattinson, dans son regard, dans l'émotion qu'il retranscrit,
Surtout avec le fait que cette fois on assume totalement le maquillage noir qui est sous ses yeux, que les autres films n'avaient jamais assumé, et du coup ça lui crée une vibe encore plus émo, on va dire, et plus dark. Je trouve que ça passe très très bien avec le personnage de Pattinson. Je suis pour qu'on donne les yeux blancs à Batman juste pour donner un côté horreur à Batman. Pour moi c'est ce côté-là que je vois quand tu donnes les yeux blancs à Batman, c'est-à-dire, à côté le mec il a des yeux blancs, il a des yeux, on voit pas ses yeux, il a des yeux blancs qui cachent ses yeux. Donc il y a un côté presque fantomatique, presque animal, qui pour moi serait une interprétation de Batman qu'on pourrait aussi faire un jour à l'avenir, quoi. Mais évidemment, mettre en avant les yeux des acteurs, c'est aussi une très bonne solution, et avec Pattinson, on l'exploite très très bien. Puis j'aime beaucoup sa mâchoire très très large. Du coup, le fait qu'on ait élargi le masque jusqu'à le bord de la mâchoire pour bien exploiter la mâchoire de Pattinson, je trouve que ça crée une corpulence qui est très différente des autres Batman, et je trouve que ça lui donne un design qui est plutôt intéressant. J'ai juste du mal avec ses gants qui sont beaucoup trop gros et disproportionnés, et j'aime pas trop ses griffes. C'est les seuls aspects que j'aime pas de son costume en vérité. Mais voilà, mon seul problème avec son Batman en tant que tel, c'est vraiment le côté gadget, c'est qu'il a vraiment rien comme gadget, quoi. Il a un batarang, il a un muscle car, il a un costume pour voler, il peut pas planer avec sa cape. Et ça aussi, ça pour le coup, c'était l'un des gros points forts du Batman de Nolan. Et j'espère vraiment, honnêtement, que les suites vont vraiment améliorer le matos de Batman, quoi. Qu'avec la Batmoto, il y a un Batplane, qu'il ait plein de batarangs, qu'il ait des gadgets beaucoup plus intéressants et plus avancés que ça, quoi. Parce que là, on voit, c'est ça le problème, c'est que comme on se sert pas du côté Bruce Wayne, on n'exploite pas le côté riche de Batman en fait, donc le côté gadget un peu avancé. Donc autant ça me dérange pas dans un film si terre à terre, très enquête, etc. Autant pour la suite ça pourrait me déranger si on reste encore dans cette vibe là de Batman très avec ce Batman qui vraiment se sert des moyens du bord, tu vois. On voit que c'est lui qui a créé tout seul un peu ses gadgets un peu à la main, et que du coup on voit qu'il a pas toutes les connaissances parce que c'est un Batman un peu réaliste. Donc ouais, il y a tous ces aspects là qui sont intéressants. Mais l'autre point qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il a un côté un peu gamin. Et pareil, ça va aussi avec le côté Bruce Wayne qu'on n'exploite pas. C'est le côté gamin qui provoque Alfred en mode « T'es pas mon père, Alfred !» Ça c'est vraiment la personnalité que j'aime pas de ce Batman-là. C'est vraiment ce côté gamin en mode « Je suis encore un gosse, j'ai pas grandi ». C'est cohérent avec le Batman qui n'a jamais grandi depuis la mort de ses parents, certes. Mais je trouve que ça dévalorise un petit peu le personnage, qui oui, doit évoluer, certes, mais que t'es pas obligé d'en faire un gosse, tu vois. Donc bref. Donc c'est intéressant, surtout qu'en tant qu'enquêteur, etc., c'est très bien fait. Et la DA du personnage est très bien trouvée, quoi. Si on doit parler de la DA également, la DA de Gotham, évidemment, je trouve que là, on est vraiment sur une superbe Gotham. Moi, personnellement, ma Gotham préférée, c'est la Gotham de la série Gotham, parce je trouve qu'on a l'équilibre parfait entre le côté anachronique, on ne sait pas à quelle époque ça se situe, le côté pègre, le côté corruption, on est sur une ville un peu puante, on sent qu'il y a de la corruption, des gangsters un peu partout, le côté portuaire, le fait qu'il y ait un port à Gotham, le côté fantastique également, c'est qu'on sent que la ville de Gotham est une ville est une ville qui a son petit côté burlesque un peu, et tu peux t'imaginer voir des personnages un peu fantastiques popper d'un moment à un autre. Et j'aime beaucoup aussi le Gotham des Arkham aussi, qui est un super peut-être un peu trop chicagoesque, mais le Gotham des Arkham est un super Gotham également, qui mêle très bien le côté ville un peu avancé à la Wayne, et le côté gothique également de Gotham, et évidemment le Gotham de Burton, inspiré de Metropolis, ce Gotham totalement macabre, Metropolis, avancé, futuriste, très expressionniste, qui est très intéressante. Et j'avoue que j'aime beaucoup le Gotham de Matt Reeves, et ça c'est un très bon point, vraiment ce Gotham où il pleut tout le temps, où tout est éclairé par des lumières un peu, des néons, des lumières d'intérieur, des lampadaires, où il y a pile ce côté, on ressent totalement ce côté gothique en fait, c'est que tu as des salles qui font très gothique, on sent en fait, je dirais que c'est l'un des plus gros points forts de l'univers de Matt Reeves, c'est que son Gotham a une histoire, en fait. On n'est pas juste sur un univers où Batman il pop parce que Gotham il n'y a que des criminels, faut que je règle le problème. Non, Matt Reeves il a vraiment créé un lore sur son Gotham que j'aime beaucoup et qui justifie le chara-design de son Gotham. Son Gotham qui est rempli de pauvres, de sans-abri, avec des riches qui prennent le dessus sur tout. Cette structure des bas-fonds de la ville avec tous les gratte-ciel qui sont visibles au loin, et le fait qu'on sent que en fait tout le délire tout le délire thématique de Matt Reeves en fait. C'est ça qui est intéressant. Et que je développais plus tard, qui crée un Gotham qui est visuellement passionnant à suivre et qui est très très bien développé dans son esthétique, avec tous ces écrans à la Times Square, ce design très urbain. Donc tout ce qui me manque en fait avec ce Gotham là, c'est vraiment le côté, et on l'aura jamais, le côté fantastique. Ça manque d'un méchant fantastique, d'une vibe fantastique, mais dans l'esthétique de Gotham, on voit que Matt Reeves s'est beaucoup inspiré de Fenêtre sur cour, encore une fois, entre la scène d'intro ou la scène où Batman
Batman observe Catwoman avec ses lunettes, par exemple. Et c'est aussi ça, le Batman de Matt Reeves traite énormément du regard interne entre celui du Riddler, celui de Batman et celui de Catwoman qui se transmissionne par rapport à celui de Batman dans la séquence du Iceberg Lounge. Donc il y a un travail du regard qui est intéressant et on essaie vraiment d'intérioriser et de rendre cette ville crédible. Et ça aussi, c'est un truc qui fonctionne très très bien dans son univers, dans son Gotham à lui. Dans son Gotham à lui aussi, j'aime aussi beaucoup les quelques parties pris qu'il a prises par rapport au comics, c'est-à-dire que là, le manoir Wayne n'est pas la base d'opération de Batman avec la Batcave qui se situe à l'intérieur du manoir Wayne. Là, sa base, c'est surtout la tour Wayne. Et en fait, la Batcave se situe en dessous de Gotham, en fait. Et j'aime beaucoup cette idée-là qui a déjà été réutilisée une ou deux fois dans les comics, qu'en fait la Batcave, c'est la position stratégique parfaite, qui est située pile poil au centre de Gotham, et qui a accès à absolument tous les tunnels, de tous les accès possibles de la ville de Gotham, avec ce métro désinfecté où personne penserait à y aller, et donc personne n'irait à la Batcave. Donc j'aime beaucoup ce côté underground de la Batcave, qui est littéralement en dessous de la ville de Gotham, et j'aime bien ce design, bien sûr, d'anciens métros abandonnés, bien sûr. Bon, on n'aura jamais la Batcave de mes rêves, je pense. La Batcave avec toutes les collections de super vilains des comics, avec tous ces outils, etc., tous ces véhicules, etc. Mais on a une bonne Batcave, avec une idée intéressante, et comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'idée du manoir Wayne, très gothique, avec les oreilles de Batman également, qui forment le haut du bâtiment. Et il y a toute cette esthétique-là, comme l'Iceberg Lounge, ce côté boîte de nuit, le côté tagué, puant de Gotham, on a un Gotham vivant, il y a des affiches de propagande de partout, sur les drops, sur les élections de mayoral, sur des disparitions, sur des trucs comme ça. C'est un Gotham qui vit, le Gotham de Matt Reeves, notamment avec la séquence d'intro à Halloween, on voit un Gotham rempli de foule durant la période de Halloween, en pleine pluie, avec des métros qui se grincent sur les rails, montrant une ville imparfaite, corrompue, puante, etc. Donc c'est vraiment une esthétique qui fonctionne très très bien dans l'univers du film, et j'apprécie vraiment ce parti pris de s'éloigner du manoir Wayne et de réinventer un peu le côté base d'opération de Batman, qui est vraiment au cœur de Gotham et pas éloigné de Gotham, justement. Donc ça, c'est intéressant comme idée de DA, du coup. Et on sent l'inspiration très Batman Year One, de l'esthétique de son Gotham, du coup, sans oublier qu'il y a 2-3 éléments de Year One qui ont été repris, comme cette troisième identité qu'il a donnée à Batman, qui est celui du Drifter, quand Bruce Wayne est en suite et se planque, du coup, parmi tous les habitants de Gotham. Donc il reprend quelques inspirations comme ça, notamment sur le personnage de Catwoman, donc on va pouvoir parler du personnage de Catwoman, interprété par Zoe Kravitz, et je trouve que les bandes annonces nous ont un peu menti sur le personnage, dans le sens où le personnage te vendait une Catwoman très très sensuelle, très très femme fatale, ce qu'elle est quand même, très très femme fatale, très très imperturbable, qui pourrait convaincre Batman de l'embrasser, de devenir son homme, entre guillemets. Vraiment la vibe qu'on n'a jamais atteint, je trouve, depuis Michelle Pfeiffer en Catwoman de chez Tim Burton. Et au final, pas tant que ça. Au final, cette Catwoman est beaucoup plus instable, beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. À la fois, ça donne un développement intéressant à Catwoman, ce qui est cool, et ça nous donne des scènes qu'en tant que fan de comics, on a toujours rêvé de voir, comme, bien sûr, Batman qui essaie d'empêcher Catwoman de dévaliser un coffre-fort, par exemple, ou Catwoman et Batman qui se parlent dans les toits d'une rue et qui se déclarent un peu cette tension un peu romantique qu'ils ont entre eux. Donc ça c'est des choses un peu intéressantes, et je trouve que les grandes lignes du personnage sont très respectées. C'est clairement la Catwoman la plus fidèle des comics, dans le sens où on a repris les éléments de Batman Year One, de cette Catwoman qui a vécu dans la rue toute sa vie, qui a dû voler, piller des gens pour réussir à survivre. Sa mère s'est fait tuer comme un pauvre déchet. Et maintenant, dans sa pauvre colocation, tout ce qu'elle veut, maintenant, c'est acquérir de l'argent pour avoir une vie meilleure, pour se venger un peu des riches, cambrioler les riches, et surtout pour protéger sa coloc, qui dans les comics c'est Holly Mason, Holly Robinson, par exemple. Là, dans ce film-là, ils ont changé avec le personnage de Annika, par exemple. Donc on a vraiment respecté la vibe de Catwoman, qui est un personnage qui s'immisce au chat, qui a plein de chats chez elle, qui essaie de protéger les siens, toutes les femmes, tous les pauvres de Gotham qui sont démunis, qui sont pas du tout aidés par la société, par le gouvernement, etc. Donc on retrouve totalement le côté un peu Robin des Bois de Catwoman, qui pendant tout le film essaye de sauver sa colocatrice, donc Annika, de la corruption, du risque de se faire tuer. Donc on respecte totalement, pour moi, la vibe de Catwoman. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le contexte du Batman de Matt Reeves, de l'univers de Matt Reeves, c'est le côté sociétal, en fait. C'est que dans ce Gotham-là, on ressent, en fait, Matt Reeves a créé tout un monde super intéressant qui s'est lancé avec Thomas Wayne, en fait. C'est que Thomas Wayne s'est présenté pour être maire, il a lancé un projet de rénovation pour relever la ville de Gotham, pour sauver Gotham et pour accueillir des orphelins dans le manoir Wayne.
Et quand Thomas Wayne se fait assassiner, bah t'as Carmine Falcone et t'as tous les mafieux qui reprennent tout le projet rénovation, qui empochent l'argent pour eux, qui créent un business de drogue pour eux. Et du coup, c'est pour ça que la ville de Gotham est à moitié moderne, et que donc il y a beaucoup d'aspects encore gothiques et un peu vieillots de la ville. C'est parce que le projet rénovation n'a jamais payé. Tous les gangsters ont volé l'argent au peuple pour l'exploiter eux-mêmes, pour exploiter leur réseau. Et donc, le projet rénovation n'existe pas. Et donc bah, le manoir Wayne est devenu une espèce de taudis où tous les jeunes orphelins ont grandi dans le froid, dans la mort, avec des rats, etc. Selina a été rejetée par la société, c'est intéressant. Et j'aime beaucoup cette critique de la société qui met aussi en cause Batman, en fait. C'est qu'on critique les riches dans le film, mais du coup, on critique aussi Bruce Wayne, quoi. On fait la comparaison, bien sûr, avec l'homme mystère, qui a grandi dans un orphelinat seul, pauvre, etc. Là où Bruce Wayne, lui, on pleure la mort de ses parents, mais lui, il a quand même grandi dans sa belle tour avec toute la nourriture et les soins à volonté. Et même Catwoman, avec cette ligne de dialogue un petit peu, bon, pas très subtile, où elle dit qu'elle ressent aucune compassion pour tous ces blancs que le Riddler a tués, que Bruce Wayne, genre, sent rien pour lui, c'est que des vieux blancs riches que je déteste, et qui méritent bien de mourir, etc. Et qui remet en question même Batman, parce que Batman aussi, lui-même, il est un peu... Batman, il a vécu dans son statut de riche toute sa vie également, en fait, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que Batman, lui, quand t'as Batman qui commence à charrer un peu Selina en disant que Annika méritait peut-être ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire la mort, parce qu'elle vendait de la drogue, parce qu'elle s'est prostituée vers des personnalités dangereuses, Bruce Wayne était en mode, non, il y a toujours le choix, t'aurais pu éviter cette vie de merde là, et t'as Selina qui devine clairement que le mec il est riche, quoi, le mec qui sait pas ce que c'est de survivre, d'essayer de survivre avec tout ce que l'on peut, c'est-à-dire prendre de la drogue, faire de la vente de drogue, être prostituée, etc. Donc j'aime beaucoup la connotation entre les visions d'un Batman qui est un peu trop égocentrique. Encore une fois, il a que sa vision qui compte, il y a que sa vision qui est certaine, alors que Catwoman, elle, a une vision plus ouverte, parce qu'elle a vécu dans la pauvreté, justement. Et donc on a tous les outils des comics de Catwoman, on a sa tenue en cuir, on a son pseudo lasso, qui est plus une espèce de chaîne, donc visuellement c'était intéressant, donc ces gadgets donc pour ouvrir des coffres forts. Le seul truc, c'est que son masque est vraiment dégueulasse, son masque, genre c'est le masque le moins discret au monde. Tu vois son masque, tu la reconnais à l'intérieur, quoi. C'est juste un bonnet découpé. Je trouve qu'en termes de design, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts, tu vois, enfin faire peut-être la Catwoman avec les lunettes orange, par exemple, de chat, par exemple. Et comme je l'ai dit, dans ce film-là, ils adaptent le fait que Catwoman est la fille de Carmine Falcone, ce qui est un choix intéressant, ce qui crée du coup un arc un peu plus secondaire, uniquement, exclusivement axé sur Catwoman, du coup, où elle essaye de se venger de son père qui a tué sa mère, etc. Et à la fois, je trouve que c'est très bien développé, le personnage fonctionne très très bien de manière générale, vraiment la tension sexuelle qu'il y a entre Batman et Catwoman, surtout avec le dilemme que Batman préfère sauver la ville, alors que Catwoman préfère partir avec de l'argent et vivre une belle vie à Bloodhaven par exemple, qui est une ville des comics également. Et ça montre la dissonance, quoi. C'est Catwoman, elle fait tout ce qu'elle fait, c'est pour avoir une vie meilleure, alors que Batman, lui, tout ce qu'il fait, c'est pour la justice et pour sauver des vies et pour sauver la ville, en fait. Donc on est vraiment sur une relation dysfonctionnelle qui va jamais fonctionner, en fait. C'est ça le concept de Batman Catwoman, et c'est un concept qu'ils ont parfaitement respecté dans ce film-là. Le seul aspect vraiment qui m'a dérangé avec la Catwoman de Zoe Kravitz, et là on va peut-être un peu me démonter, c'est que je la trouve pas assez femme fatale, je la trouve pas assez sensuelle, je la trouve pas assez forte, assez dure, assez... Limite pour moi, elle devrait presque prendre les dessus sur Batman, tu vois. En fait, je trouve qu'elle manque de charisme. Je trouve que Zoe Kravitz manque un peu de charisme, honnêtement. Je trouve que, surtout quand tu compares à Selina Kyle de Michelle Pfeiffer, qui, elle, à la fois avait un côté sensible, avait de l'émotion, avait des enjeux également, mais quand elle était en Catwoman, elle avait une assurance, elle avait une prestance. Il y avait vraiment un côté sensuel, femme fatale, charismatique, qui faisait que le personnage était limite plus impressionnant que Batman, en fait. Et je trouve que cette force de caractère, on ne le retrouve pas avec Zoe Kravitz, qui est beaucoup trop douce, je trouve, beaucoup trop gentille, en fait. Déjà, durant tout le film, on la fragilise beaucoup trop psychologiquement, et moi, personnellement, ça me dérange. C'est qu'à la fois, je trouve que c'est une bonne Catwoman, parce qu'on a tous les codes sont respectés, mais il me manque le côté femme fatale, il me manque l'assurance de Catwoman, le charisme de Catwoman, quoi. Et c'est un aspect, malheureusement, qui me dérange toujours autant. Donc voilà pour Catwoman, et puis il y a aussi le personnage de Jim Gordon, qui n'est pas encore commissaire mais capitaine. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils ont changé les noms des personnages des comics, dans le sens où tu as le commissaire Pete Savage, qui est clairement une adaptation du commissaire Loeb. Pourquoi avoir changé son nom? Pourquoi le capitaine Buck, c'est pas le capitaine Arnold Flass? Parce que c'est clairement une pseudo-adaptation de Arnold Flass également. Donc on a Gordon, et Gordon, sans atteindre la maestria, parce qu'il n'a pas encore le temps
du Jim Gordon de Gary Oldman, de Nolan, qui lui, qu'on développait vraiment, et c'est aussi ça un peu le défaut un peu de Batman, c'est comme de Batman est quasi exclusivement, à l'exception de quelques scènes avec le Riddler, du point de vue de Batman, tous ces personnages on les voit du point de vue de Batman. Du coup, Gordon, on ne développe pas sa vie personnelle, on sait pas ce qu'il fait en dehors du travail, on sait pas ce qu'il fait en dehors d'être avec Batman, en fait, à chaque fois qu'on voit Gordon, il y a Batman, quasiment. Et à la fois, j'aime bien la dynamique des comics, la dynamique très Sherlock Holmes et Watson, justement, où justement Batman est toujours au-dessus de Gordon. Gordon, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on voit à quel point Batman c'est un taré dans ce film-là. C'est que Batman il est très objectif, rien le choque, rien le fait écarquiller un sourcil. C'est le mec qui voit un truc, il réagit pas du tout, il dit juste c'est factuel, maintenant faut enquêter quoi. Là où Gordon, pendant tout le film, il y a un peu ce côté comique avec Gordon, où Gordon lui pendant tout le film, il voit un cadavre, il est dégoûté, il voit un doigt coupé, il fait il se dit oh merde, il a niqué tous mes mails. Tu vois, Gordon c'est un peu l'apport humain au duo en fait. C'est que Batman il est tellement froid, tellement bizarre, que que c'est Gordon qui est là pour nous donner les réactions humaines en fait, qui à la fois je trouve remettre Batman en tort en tant qu'humain, parce que le mec il n'a aucune émotion limite, et crée un peu quelques moments un peu de comédie du film, entre guillemets de comédie, c'est très léger, mais c'est là quoi. C'est que Gordon c'est un personnage humain et je trouve qu'on développe bien son humanité par rapport à ce duo avec Batman, où justement Batman est toujours plus malin que lui dans un sens, mais à la fois Gordon c'est le seul flic intègre et il respecte à fond sa relation avec Batman. J'aime beaucoup la manière dont il gère le duo entre les deux, où jamais Gordon ne trahit Batman. Tu vois, à tout moment où Batman lui fait un coup de poing, où Gordon essaie de faire croire que non, Batman il est allé trop loin, etc. C'est intéressant, surtout qu'avec enfin, et ça c'est un truc qu'on peut reprocher au Batman de Ben Affleck, c'est qu'enfin on revient à un Batman qui ne tue pas. C'est le pistolet, c'est l'arme du mal. Jamais faut utiliser ces termes-là, faut pas tuer. Sinon tu deviens comme les criminels que tu affrontes, quoi. Et du coup, il y avait toute cette relation de vengeance par rapport à Catwoman et Falcon qui était développée par rapport à ça, du coup. Et donc la relation avec Gordon fonctionne bien, mais je trouve, et Jeffrey Wright fait bien le boulot, et j'aime beaucoup le fait qu'il le traite vraiment comme un poteau, quoi. C'est vraiment, il l'appelle Man, tu vois, il l'appelle Man pendant tout le film. Hey Man, comment ça va, tu vois, comme on l'appelait Batman, tu vois. Donc je trouve qu'il y a une relation un peu de poteau qui est assez marrante entre les deux, qui fonctionne bien et humaine justement. Mais à la fois, je trouve que le personnage, du coup, est fatalement sous-exploité parce que, comme on n'est que du point de vue de Batman, Gordon, on le voit pas. Il a beaucoup de scènes, mais ce sont des scènes très factuelles et qui sont surtout là pour suivre le scénario, quoi. Gordon n'a pas vraiment le droit à plus de développement que ça. Et à la fois, pour moi, c'est quand même un peu un défaut, quand même. Mais le personnage est bien, et je pense que il fait partie de ces personnages qui mériteraient largement d'avoir une série pour le développer sur HBO, par exemple. D'avoir une série exclusivement sur le GCPD et Gordon, je pense que ça peut être intéressant. Et donc le personnage fonctionne très très bien. Là où j'étais quand même déçu du traitement de Alfred, parce que moi Alfred, vous n'imaginez pas à quel point j'attendais ça. D'avoir un Alfred, parce que Alfred, dans les comics en tout cas, la description un peu officielle de Alfred, c'est que c'est un ancien militaire britannique, de l'armée, qui a un bagage militaire, qui a des connaissances stratégiques, qui a des connaissances tactiques, d'action, de combat, etc. Et pour moi, Alfred, j'aime beaucoup la version classique de Alfred, le majordome humain, qui est un peu le père que Batman a perdu, en fait, mais que Batman n'a jamais assumé. Mais à la fois, Alfred, c'est son mentor, quoi, c'est son mentor. Et là, j'aime beaucoup le fait qu'à la manière de Jeremy Irons aussi, qui était un peu l'allié de Batman, qui était un peu un poteau de Ben Affleck, là on revient sur ce côté paternel. Autant j'aime vraiment pas la relation de Batman qui le traite comme qui se comporte comme un gamin, autant j'aime beaucoup Alfred, vraiment, qui a une cicatrice, qui a une jambe cassée, on sent que le mec il a vécu des choses, qui aide Batman dans son enquête, qui déchiffre des choses à sa place. On voit le Alfred de la Terre 1, le Alfred vraiment militaire, qui a du bagage stratégique, qui est malin, et qui est pas juste un majordome en fait. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit ce personnage-là qui essaye durant tout le film de préserver l'héritage des Wayne. C'est le gars, depuis la mort de la famille Wayne, n'a jamais cessé de rester fidèle à l'image de cette famille, vraiment en gardant du coup leur handcuff, je sais pas comment on dit ça en français, les handcuffs Wayne, donc les handcuffs qu'on met sur les boutonnettes de chemise par exemple, en souhaitant bien sûr que pendant tout le film que Bruce reprenne l'entreprise de Wayne. Et tu vois, ça me dérange un peu, tu vois, parce que il y a ces scènes là où t'as Alfred qui dit que Bruce doit aller voir les actionnaires de Wayne. Et ces scènes-là, on les voit pas parce que Matt Reeves n'est pas intéressé par la partie Wayne, en tout cas Wayne de business, et ça me dérange toujours autant. Mais j'aime beaucoup le personnage de Alfred, la manière dont ils l'ont développé, et vraiment le côté attachant qu'ils lui ont donné, parce que t'as Batman qui le rejette comme un connard durant tout le film, jusqu'à la fin où il a failli mourir, et là où Batman ressent enfin des émotions, et il a une peur en fait. Donc avec cette belle conclusion entre les deux, où du coup tu as bien sûr Batman et Alfred qui se rabibochent, bien sûr, et Alfred qui lui donne un peu la vérité sur la morale de ses parents. Mais je trouve qu'il y a trop peu de scènes entre eux.
Il y a trop peu de scènes entre eux, et il aurait fallu au moins 2-3 scènes de plus pour moi, on devait vraiment développer la dynamique entre les deux. Surtout qu'avec ce Alfred là, je pense qu'il y aurait vraiment du potentiel à faire une bonne relation entre les deux, quoi. Moi je vois déjà la séquence de base, je vois déjà une séquence d'un film Batman où t'as ce Alfred qui entraîne Batman, Bruce Wayne au ring, tu vois. Parce que ce Batman là, il a fait l'armée, il a des capacités de combat. Donc moi je vois un peu plus le côté stratège et militaire de ce Alfred là. Mais le côté humain était plutôt développé dans ce qu'on avait, mais ça manquait cruellement de scènes, ce qui en fait pour moi fatalement un défaut. Mais bon, Andy Serkis en tant que casting plutôt surprenant dans le rôle, je trouve fait un bon taf dans ce Alfred barbu, un peu plus grisonnant, un peu plus peut-être un peu plus greedy encore une fois. Donc il fonctionne bien et ensuite, je crois qu'on passe déjà aux antagonistes, hein. Et c'est là que je vais peut-être encore me faire défoncer avec mon avis sur le Riddler, parce que j'ai beaucoup de mal avec le Riddler. Moi personnellement, les bandes annonces m'avaient tellement bien vendu le Riddler. Vraiment, j'avais l'impression qu'on allait avoir une réinvention du style de Bane dans The Dark Knight Rises, qui pour moi est limite devenu l'un des méchants les plus cultes de l'histoire du cinéma moderne, Bane, tu vois. Bane pour moi il a marqué quelque chose en termes de design, d'impact, et je pensais qu'on allait avoir un peu le même délire avec le Riddler, en se servant bien sûr du mythe, de l'affaire du tueur du Zodiac, où du coup il s'habille comme le tueur du Zodiac tout en vert avec ses lunettes et son petit logo, etc. Donc moi je pensais qu'on allait nous faire une réinvention très réaliste du Riddler, surtout que dans les bandes annonces, ils arrêtaient pas de nous pousser à fond le délire que le Riddler sait quelque chose, que le Riddler veut révéler une vérité cachée à Gotham, une vérité qui va complètement exposer la ville sous de nouveaux jours et exposer les auteurs qui sont cachés derrière ces vérités. Et moi, avec l'abondance qui n'arrêtait pas de faire la promotion de ça, du fait que le Riddler, c'est pas juste un méchant très méchant qui commet des meurtres pour les commettre, c'est un méchant qui est un peu justicier à sa manière et qui veut démontrer une vérité qui va chambouler la ville. Et c'est là qu'on a cette partie du film qui me dérange vraiment, cette partie du film, et c'est ça, puisque pour moi en termes de rythme, et je sais que beaucoup de personnes se sont beaucoup ennuyées devant le film, j'ai vu des critiques s'être ennuyées devant le film, moi j'avoue que je n'arrive pas à m'ennuyer parce que j'ai jamais vu un film Batman aussi généreux, déjà visuellement, en termes de mise en scène, de visuel, etc., mais surtout parce que j'ai l'impression de lire les Batman des comics, quoi. Le film commence, t'as le Riddler qui tue un mec, t'as Batman qui va enquêter à la police, t'as Batman qui va aller interroger le pingouin de l'Iceberg Lounge, il va croiser Catwoman qui cambriolait le coffre-fort, puis ensuite ils vont faire une mission, ils vont croiser Carmine Falcon, puis il va faire du profilage en allant voir le Joker, puis ensuite on va explorer l'histoire de sa famille, etc. C'est un film qui est tellement d'éléments. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un monde ouvert où Batman se balade, comme dans les comics. Du coup, j'ai l'impression qu'on adapte les jeux Arkham dans un film où t'as Batman qui va aller voir tel ennemi, tel allié, tel personnage. Ce qui fait que moi en tant que fan de comics, c'était juste vraiment un plaisir de voir toutes ces scènes prendre vie, quoi, ces scènes que tu rêves de voir en tant que fan de comics. Donc moi j'ai pas du tout eu de soucis avec le rythme du film, c'est vraiment avec la structure que j'ai du mal, notamment parce qu'il y a 2-3 incohérences. Je pense à Batman qui se prend l'explosion du procureur à la figure et qui n'a aucun dégât sur lui. Pour un film réel, ça c'est un peu ballot, on va dire. Le fait que tu as ces lentilles qui peuvent s'activer quand ça veut, peu importe quand, il suffit que Catwoman les enlève et boum, ça les désactive. Et ensuite Catwoman les allume, on ne sait comment par exemple. Donc il y a 2-3 petites incohérences comme ça qui sont un peu dérangeants. Mais pour moi, il y a surtout un défaut qui m'a vraiment dérangé dans le film. C'est toute la partie telle don't show, on va dire. On va parler mais on va pas montrer. Et le truc c'est, autant il y a des aspects où ça me dérange pas, cette partie-là du film, autant je trouve qu'on en fait trop et qu'il y en a trop de séquences de cet acabit-là qui s'enchaînent dans le film. Et je trouve que ça crée un déséquilibre dans le rythme, où là on pourrait peut-être s'ennuyer dans un sens, et ça me dérange, en gros. C'est qu'il y a toute la partie du film où tu as les parents de Bruce Wayne qui sont exposés, et où tu as Bruce Wayne qui se dit que peut-être ses parents n'étaient pas si bien que ça, et du coup tu as tout ce passage où il va aller voir Carmine Falcon pour savoir si c'est lui qui avait tué ses parents ou pas, et il lui raconte une histoire. Ensuite, il va voir Alfred pour lui dire si c'est vrai ou pas, et lui il va lui raconter une histoire. Ensuite, il va voir Catwoman, et t'as Catwoman qui lui dit que Falcon est son père, et donc il lui raconte l'histoire de comment il a perdu sa mère. Ensuite, tu as Kenzie, le flic corrompu, qui raconte l'histoire de comment Falcon est devenu le roi de Gotham. Et du coup, tu as tout cet enchaînement, toute cette partie du film où c'est que du blabla, c'est que du dialogue, c'est que du tel on show. Et je trouve que pour la partie parents, ça me dérange pas. Puisque moi j'adore l'idée de casser un peu le mythe du Thomas Wayne qui était vraiment le mari parfait, le philanthrope qui veut sauver des vies, etc. en tant qu'ancien médecin en plus.
Et il y a aussi la séquence où tu as Falcon qui parle du moment où Thomas Wayne avait opéré quand il était jeune. Donc il y a plein de séquences. En fait, ce film se refuse de faire des flashbacks. Et autant ça me dérange pas narrativement pour certaines séquences, je pense justement à la séquence où Falcon décrit le fait que son père, que le père de Batman, du coup de Bruce, l'a opéré dans le manoir Wayne, et que lui il a vu le regard de Bruce, parce qu'ensuite ça va faire un parallèle avec la fin du film, et je trouve que c'est super habilement bien fait sur la partie des parents, parce que oui, enfin on a un film Batman qui ne montre pas la mort des parents Wayne, et autant ça me dérange pas du tout, et en plus je trouve que ça rajoute un peu un côté mystérieux, parce qu'à la fois Bruce il sait pas qui a tué ses parents, il sait pas dans quel contexte ses parents ont été tués dans un sens, et le fait que l'on voit pas comment ses parents ont été tués, je trouve rajoute cet aspect-là dans un sens. Donc le fait qu'on ne voit pas la mort, et moi j'adore l'idée de casser ce mythe que Thomas Wayne était peut-être un homme parfait, vraiment l'image qu'on se fait de lui dans les comics et dans toutes les adaptations, et que oui peut-être qu'il a dû se salir les mains lui aussi, qu'il était pote avec Falcon, qui lui a demandé de faire peur à un journaliste, mais qu'en fait tout ce qu'il a fait au final c'était pour sa femme, c'était pour ses failles humaines, et non pour ses ambitions personnelles et professionnelles en fait. Et donc c'est quelque chose qui rajoute de la fragilité au Wayne dans un sens, et c'est intéressant. Et à la fois, ça rajoute quand même des défauts, c'est que les Wayne sont pas si parfaits que ça, et surtout avec la révélation de Martha Wayne qui était une Arkham, et que du coup, il voulait éviter que cela fuite dans ces événements-là. Et comme je dis, idée de génie de faire de Martha Wayne une Arkham, donc je trouve que ça change tout le statu quo par rapport à la personnalité de Batman en plus. Et du coup, tu as tout ce passage où tu as Falcon qui dit que c'est Maroni qui a fait tuer Thomas Wayne parce qu'il avait engagé un journaliste qui s'appelait Edward Elliot. Donc Edward Elliot, certainement de la famille de Thomas Elliot, le personnage de Hush, un personnage que je vois totalement dans l'univers de Matt Reeves. C'est sûr qu'il va le mettre dans un des films, je pense, quasiment sûr. Surtout que la saga de Matt Reeves s'appelle la Batman Crime Saga, donc ce sera qu'une saga sur le monde criminel en fait. Je pense que tous les films Batman, ça a déjà été dit, tous les films Batman seront des films de mystère et d'enquête, là où les séries pourraient traiter de genres un peu plus différents, comme Le Pingouin qui est une série de gangsters et de mafieux. Donc oui, Hush, c'est sûr qu'il sera là-dedans, dans cet univers-là, et du coup tu as ensuite Alfred qui dit que non c'est faux, je pense que c'est Falcon qui l'a tué parce qu'il allait le balancer aux flics. Et ensuite on te dit oui mais peut-être que c'est juste un simple mec un simple voyou qui avait pas d'argent qui l'a tué, hein, peut-être. Du coup, j'aime beaucoup l'ambiguïté qu'ils ont donnée à la mort des parents, et le fait que ce soit raconté par Falcon et par Alfred, les deux opposés, on va dire, par rapport au Wayne, et qu'on n'ait aucun flashback, aucun aperçu, et que les seuls aperçus qu'on a de ça, c'est les archives, donc les archives de télé où on voit les beaux discours de Thomas Wayne, par exemple. Je trouve que ça marche très très bien et que ça crée un beau mystère sur le personnage sur la famille Wayne et sur la morale de Bruce Wayne qui remet presque toute sa cause en question en fait. Parce que le mec il s'est consacré, il est devenu la vengeance parce qu'il veut venger la mort de ses parents qu'il voyait comme des idoles, comme une famille parfaite qui a été tuée par la société. Et s'il apprend que ses parents n'étaient pas des gens parfaits qui eux aussi ont causé la mort de personne, son combat contre le crime n'est caduque, il n'y a plus de motivation pour qu'il reste Batman en fait. Et donc je trouve que c'est un arc qui est super cool. Mais par contre, dans le montage, c'est quand même un petit peu étouffant de se taper explication 1, explication 2, explication 3, explication 4. Surtout, quand tu connais les comics, tu sais que Falcon est la fille et le père de Selina, et c'est un cool twist, effectivement. Surtout, c'est un twist qui a le droit à une réponse, mais j'en parlerai sur la partie Falcon. Mais toute la giga explication que Falcon est le roi de Gotham parce qu'ils ont piégé Sal Maroni, etc. En vrai, on aurait pu faire un petit flashback, je sais pas, parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont expliqués. Il y a beaucoup trop d'exposition dans ce film. Ce film a un passage vraiment un peu ventre mou, il y a beaucoup trop d'exposition, ça manque de flashback, de dynamisme, et on est juste du point de vue de Batman qui écoute tout le monde lui raconter des bobards ou des histoires vraies, en fait. Et du coup, c'est une partie qui est un peu, à la fois, je comprends l'objectif de Matt Reeves d'être à fond sur le côté intériorité des personnages, on découvre tout par rapport à leur regard, à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils voient, notamment la séquence où Falcon étrangle Annika qu'on entend par message téléphonique par exemple. Donc je comprends l'intention de Matt Reeves, mais je trouve que dans le scénario, on aurait pu faire mieux. Surtout que pour le coup, la série Le Pingouin se sert de flashback pour le coup pour expliciter certains développements de personnages par exemple. Donc pour moi, l'excuse n'est pas non plus totalement justifiée. Donc pour moi, c'est un défaut cette partie-là, et surtout le twist. Parce que j'ai parlé du Riddler au départ, le Riddler, on te voit un twist de fou, et moi je m'attendais à un truc. Moi, le seul twist qui m'a vraiment eu, c'est Martha Arkham. Parce que le twist de Selina Falcon, ça c'est un truc sympa, mais en vrai Falcon il a pas assez de scène pour que le twist soit choquant pour le spectateur. Je trouve que le twist est un peu trop mal amené quand même sur Selina qui est la fille de Falcon. Donc c'est pas un truc qui est super bien exécuté, je dirais. Mais pour moi le pire truc,
c'est que le plus gros twist du film, en fait, c'est que, les gars, Falcon, c'est le roi de Gotham. C'est que Falcon, il a récupéré tout le projet rénovation de Thomas Wayne, il a créé un réseau, il a le maire dans sa poche, le procureur dans sa poche, le commissaire dans sa poche, c'est le roi de Gotham. Et moi, quand j'ai vu ça dans le film, en plus, c'est vraiment mis en scène de manière à ce que ce soit un twist de fou, que c'est the révélation, que tout le monde est choqué et tout. Moi, ça m'a rien fait du tout, les gars. Pour moi, c'est logique. Falcon, dans les comics, et même dans ce film, c'est le gangster numéro 1 de la ville. Quand tu as un gangster numéro 1 dans la ville, dans un film, forcément, c'est lui qui contrôle la ville. Le parrain, les trucs comme ça. Les mecs, évidemment, ils ont le maire, ils ont tous ces personnages-là dans la poche. Donc moi, le twist, j'ai fait, mais c'est même pas un twist, frère. Pour moi, c'était évident que Falcon soit le roi de Gotham. C'est sûr, c'est évidemment. Donc pour toi, le twist, le giga truc que le Riddler voulait révéler, la corruption que le Riddler voulait révéler, que pourquoi il a tué le procureur, pourquoi il a tué le maire, pourquoi il a tué le commissaire, etc., c'est de révéler que Falcon est derrière tout ça et qu'il faut tuer Falcon, et il tue Falcon, et il essaye de tuer Bruce Wayne et la mère parce qu'il pense que la mère ne pourra pas changer parce que Falcon, en tant que mère, par défaut, a fait, en fait. Du coup, désolé, mais le twist, il pue de la merde. Le twist, il est nul à chier, je trouve, il n'y a pas de twist, c'est nul, genre. Et moi, je m'attendais, et je pense que ça arrivera dans les autres films, mais moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un bail avec la cour des hiboux, tu vois. Parce que la cour des hiboux, c'est un truc que je vois totalement dans la trilogie de Matt Reeves également. Je suis sûr qu'il va nous faire la cour des hiboux. Mais vraiment, je pensais vraiment qu'ils allaient nous faire un truc avec la cour des hiboux, en vrai. Surtout qu'il y a quelques dessins d'hiboux qu'on voit un peu dans les cartes du Riddler et tout, et non. Alors que le truc de la cour des hiboux, vraiment cette société secrète de toutes les anciennes familles de Gotham, qui manipule la ville en secret durant des centaines d'années... Ça, c'est un truc qui aurait été surprenant, quoi. Alors que Falcon, c'est évident, quoi. Falcon, c'est Vito Corleone, c'est normal, c'est sûr, en fait. Donc c'était mal fait, c'était mal amené. Je trouve que ça rend toute la lutte du Riddler caduque, en fait, et ça tue un peu le personnage. Surtout que, honnêtement, autant j'aime beaucoup le côté enquête, le fait qu'il envoie des cartes à Batman, que Batman doit résoudre ses puzzles, qu'il discute avec lui sur téléphone, sur clavier d'ordinateur, etc. Ça fait très Batman Arkham, encore une fois, avec tous les défis et tous les trophées qu'il faut récupérer du Riddler. Et j'aime beaucoup ce côté jeu du chat et de la souris avec le Riddler, mais en dehors de ça, déjà je trouve qu'il y a quelques parties je trouve que ces énigmes sont pas très élaborées. Ces énigmes sont très thématiques, mais je trouve qu'en termes d'élaboration d'énigmes, ils sont pas foufous, ces énigmes. Je trouve que ces énigmes, on s'en rappelle pas en sortant du film, et je trouve que c'est un peu un comble pour un personnage qui s'appelle le Riddler, le mystère, le Sphinx, comme vous voulez. Et je trouve que ça n'a pas trop... Je trouve que ces énigmes ont pas une si grande importance scénaristique que ça. Alors que pour moi, le Riddler, tout l'enjeu du Riddler doit se faire sur des énigmes qui peuvent causer des meurtres ou des trucs comme ça, quoi. Et je trouve qu'on le développe pas assez. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a des points intéressants, le meurtre du maire avec la mise en scène, etc., etc. Et d'ailleurs, j'étais assez déçu. Moi, après, ça c'est moi et mon côté sadique. Mais moi, j'étais assez déçu qu'il ait tué le maire que d'un seul coup, et que quand une fois qu'il l'a bâillonné, le mec était déjà mort. Moi, j'aurais adoré l'idée qu'en fait, il ait carrément étouffé le maire avec le fait qu'il lui ait bâillonné le visage, et que le maire soit juste mort de son propre souffle. Ça aurait rendu le Riddler tellement cruel, et je trouve que ça aurait donné un impact encore plus fort que juste lui avoir donné un coup, et 4-5 coups, et bim, il est mort, quoi. Mais bon, il y a toute cette mise en scène avec la main qui est cachée dans un sac, donc la main qui trahit, entre guillemets. La mise en scène de la tête du procureur qui peut exploser, les meurtres avec des rats sur le commissaire. C'est les meurtres, il y a un côté qui est très sot, évidemment avec le Riddler. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté de tout ça pour ça, surtout que je trouve que le plan du Riddler est un peu trop... en termes d'écriture, ça passe ou ça casse, quoi. C'est à la fois... il y a un plan large, en début de film, où on voit où est le Riddler, et si on n'est pas observateur, on voit où il est posé, on voit où il est stationné. Et c'est là que tu dis que Batman est jeune et un peu con, parce que le mec, forcément, il a pris des photos du maire et du pingouin depuis une certaine distance. Forcément, le mec habitait à la distance où il l'a prise, et Batman n'a jamais pensé à ça du film. Mais tu as surtout ce moment un peu con où t'as le Riddler qui dit à Batman de ramener le rat, donc Falcon, à la lumière. Et le truc, c'est que le scénario est tellement beau que Falcon meurt littéralement à la lumière sous un lampadaire. Genre, le Riddler a prévu que Batman allait emmener Falcon sous un lampadaire pour qu'il meure à la lumière. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Faut arrêter quand même. Donc je trouve qu'il y a des incohérences et des trucs un peu débiles dans le plan du Riddler qui fait que 3 ans pour écrire ce film, Matt, entre tes twists, entre tes facilités scénaristiques et tout ça, et tous ces défauts un peu de personnage, 3 ans pour écrire ce script, Matt, frère, on me la fait pas, on me la fait pas.
Surtout que un détail qui m'a dérangé, c'est que du coup, je trouve que Paul Dano surjoue dans ce film. Paul Dano surjoue dans ce film, je trouve qu'il rejoue un peu. En fait, il rejoue ce qu'il jouait dans Prisoners en plus. Et le problème avec ça, c'est que moi j'aurais adoré voir Paul Dano en mode mastermind, en mode juste un personnage intelligent, qui sait ce qu'il fait, qui règle tout comme il faut, et qui joue avec ses puzzles de la bonne manière. Et en fait, c'est paradoxal, c'est que le moment où on découvre son visage, le moment où il est interrogé par Batman dans la salle d'interrogatoire à Arkham, bah à la fois, je trouve ça cool qu'on a enfin un ennemi de Batman qui fait très ennemi des comics. C'est-à-dire un ennemi de Batman qui est taré, qui vraiment tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a eu une enfance difficile, parce qu'il veut se venger de la société. Et le mec a un pet au casque qui fait qu'il est un peu bizarre, il est un peu flippant. Et en fait, il a peut-être eu tort sur beaucoup de ce qu'il comptait diffuser comme message. Et donc le côté taré, le côté Riddler qui pousse des cris un peu timbrés, des trucs comme ça. À la fois, je trouve qu'on est sur un vilain de Batman qui fait très vilain de Batman. Pour le coup, c'est un vilain de Batman qui va vraiment finir à Arkham, qui a vraiment une pathologie qui fait qu'il a des problèmes de santé mentale. Mais à la fois, je trouve que ça démystifie le personnage du Riddler qui dans les bandes annonces était vraiment montré comme un tueur méthodique, super intelligent, qui a un secret de fou qu'il va révéler au monde et ce secret va faire de lui un méchant iconique comme Bane. Et en fait, non. Le twist il est nul, le Riddler en fait c'est un taré qui est un peu bébête en fait, et en plus le combat final se fait même pas avec lui en plus, donc moi ça m'a dérangé. Surtout que moi j'aurais clairement imaginé Paul Dano en costard cravate vert en mode Riddler des comics un peu. Là j'ai un peu du mal avec le côté tueur de Zodiac où il est vraiment mal habillé, il n'y a aucun esthétique dans son design et ça me dérange un petit peu. Et à la fois, et là j'ai encore un sentiment de paradoxe parce que à la fois, pour moi le Riddler c'est un personnage qui adore se montrer dans les comics. C'est un personnage qui adore se montrer, qui adore faire des diffusions télévisuelles, qui adore laisser des indices partout dans la ville de Gotham. C'est un personnage qui fait le show, qui a sa canne, je la joue un peu à la Charlie Chaplin en fait. Alors que là, on est sur l'inverse. On est sur un Riddler qui se cache avec un masque, qui s'est jamais sorti autant lui-même qu'en portant un masque. Et donc on est sur un Riddler qui est très caché, très planqué, malgré le fait qu'il communique à la télé à Gotham, malgré ça. Mais on est sur un Riddler qui est un peu opposé au Riddler des comics dans ce côté-là. C'est pas un Riddler qui va se montrer, c'est un Riddler qui se déguise presque en justicier en fait, avec son masque, avec son logo, la secte qu'il va créer par rapport à ça. Donc à la fois, je trouve que c'est une idée de génie parce qu'on n'a jamais autant respecté le mantra des comics qui est que quand Batman arrive, tous les ennemis arrivent après Batman. Parce que c'est Batman qui va inspirer ses ennemis à devenir ses ennemis en fait. Puisque du coup, le Riddler s'inspire très clairement de Batman et c'est pour ça que pendant tout le film, il pense que Batman est son allié et il l'aiguille vers le bon chemin. Ce qui montre aussi que Batman est quand même un très mauvais enquêteur dans ce film-là, parce que le Riddler le mène exactement là où il voulait qu'il l'emmène, encore une fois. Et donc, à la fois, je trouve que ça rend le personnage intéressant, et j'adore l'idée, ça c'est une idée que j'aime bien. Pour le coup, ça c'est une idée que j'aime bien, un détail que j'aime bien sur Riddler, c'est le fait qu'il n'ait pas d'identité définie. C'est que le mec a grandi en orphelin, donc il a grandi en orphelinat, dans le froid, en jouant avec des puzzles, etc. Donc très comics accurate, le fait que le gars a eu une enfance difficile, il n'y avait que les puzzles et les petits mystères qui le faisaient, qui le réconfortait dans sa vie triste. Mais j'aime beaucoup le fait que le personnage n'ait pas d'identité définie en fait, que même son identité soit un mystère, que dans ses cartes on voit Edward Ashton, peut-être Edward Nygma, des trucs comme ça, parce que même lui il a grandi dans un orphelinat. Le mec n'a peut-être pas d'identité officielle parce qu'il a été abandonné par sa famille. Donc le fait que son identité soit aussi un mystère, je trouve que c'est un apport un peu intéressant sur le Riddler justement, avec ce petit détail de mise en scène assez marrante du café qui forme un point d'interrogation, dans cette scène qui rend beaucoup hommage aux peintures de Edward Hopper d'ailleurs en termes de visuel encore une fois, et voilà, c'est cool comme aspect. Mais voilà, j'ai quand même eu du mal avec le personnage parce que le Riddler pour moi c'est un personnage qui est classe, bien habillé, qui aime bien se montrer, qui aime faire le show. Et là voir un Riddler vraiment qui est à l'opposé total et qui en plus qui gueule un peu comme un taré durant tout le film, je trouve que ça décrédibilise le personnage et ça me dérange. Ça me dérange parce que j'avais vraiment espoir en ce Riddler là et je trouve que Paul Dano on l'a pas. Déjà je suis un peu déçu qu'on n'ait pas tant vu le visage de Paul Dano que ça, vu que c'est censé plus ou moins être un reveal à la fin, alors qu'il n'y a pas de reveal à faire sur le visage de Paul Dano quoi. Le reveal c'est surtout de nous montrer qu'en fait le Riddler c'est juste un gars un peu lambda avec un visage un petit peu pipou, genre c'est un reveal visuel quoi. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas profité beaucoup plus du jeu de Paul Dano, qu'on lui ait pas donné une expressivité plus cool, plus maligne
que juste nous refaire un Prisoners un peu plus taré en fait. Et je trouve que ça le décrit davantage quand il y a le Joker qui le recrute à la fin, que t'as lui qui chuine comme un bébé et comme un enfant en fait, et que t'as le Joker qui cite toutes les phrases iconiques du Riddler, genre Riddle me 10, c'est pas le Riddler qui le dit, c'est le Joker, donc... Bref, le Riddler, j'ai été déçu, c'est un bon personnage en tant que tel, si on enlève toute l'existence du Riddler, etc., mais même je trouve dans la manière dont on a écrit les énigmes, et dont on a build up le personnage, je trouve que c'est un antagoniste qui m'a quand même déçu. Et c'est là qu'on vient du coup au pingouin de Colin Farrell, un pingouin surprenant parce que du coup Colin Farrell aurait dû juste être en Colin Farrell à la base, mais du coup Mike Marino, le maquilleur, a proposé un gros coup de peinture, de pinceau et de prothèse à Matt Reeves qui a été bluffé par le maquillage. Et c'est là qu'on a ce cas extrêmement rare au cinéma, qu'on a très peu en vérité dans les films, parce que même quand tu fais des prothèses pour des acteurs, bon, on fait des prothèses de manière à ce qu'on reconnaît quand même leur visage, leur bouche, leurs yeux, leur nez, etc. Alors que là, vraiment, Colin Farrell, si tu sais pas que c'est Colin Farrell, tu le reconnais pas, quoi. C'est vraiment ça le délire, c'est vraiment que c'est un truc particulier, c'est vraiment un débat. Est-ce qu'on veut voir un film, on veut voir un acteur pour l'acteur, ou est-ce qu'on est prêt à accepter un film avec un acteur mais qu'on ne reconnaît pas du tout et qui du coup joue encore plus à fond la carte de l'acteur parce que le mec n'est pas du tout reconnaissable. Donc c'est un débat qui est intéressant, mais tout du moins je trouve j'ai bien aimé. Moi le pingouin c'est un personnage que j'ai bien aimé. Je pense que c'était mon personnage préféré du film à l'époque parce que c'est le personnage c'est le personnage qui avait un peu l'apport comique du film. En fait, c'est le personnage qui jouait un peu plus que les autres, je trouve. C'est que tous les personnages du film, je trouve, étaient un peu trop fades. Je trouve les acteurs, je trouve, comme j'ai dit, Pattinson, il joue le même truc tout le film. Kravitz, c'est manque de charisme. Jeffrey Wright n'a pas le temps de s'exprimer. On voit trop Andy Serkis. Paul Dano est trop taré dans ce film. Et t'as Colin Farrell qui, lui, s'amuse, en fait. Et je pense que c'est Colin Farrell, c'est le seul qui s'amuse vraiment dans le film. Il joue tout le monde a dû s'amuser, mais c'est le seul qui s'amuse à l'écran, en fait. C'est le seul qui vraiment s'amuse dans son jeu, qui vraiment propose plein de variantes, pas très originales, parce que moi, pendant tout le film, j'ai eu l'impression de voir une espèce de copycat de Robert De Niro, avec son accent un peu à la italienne. Mais bon, ça passe, tu vois. Moi, j'ai vraiment aimé le pingouin, l'idée du pingouin. Déjà, j'aime bien le chara-design du coup qu'ils lui ont donné. À part le fait qu'il soit grand, ce qui n'est pas cohérent avec la taille du pingouin, mais le fait qu'il soit toujours habillé de manière stylisée, toujours en costard-cravate, en smoking, etc., comme le pingouin des comics, évidemment. Et parfois, pour le coup, quand il prend des parapluies, c'est quand il pleut. Donc bon, on va pas dire qu'il porte un parapluie tout le temps, puisque c'est une version réaliste du pingouin, une version gangster du pingouin, donc on s'attend pas à voir le monocle, le chapeau, le smoking, etc. Mais pour un film qui développe un peu les origines du pingouin, les débuts du pingouin, ça va. En termes de chara design, j'aime bien le chara design avec vraiment son nez pointu, son visage moche, on va dire, avec sa cicatrice sur le côté qui lui forme presque un bec. Et le fait que le terme de pingouin, c'est un terme qui est qu'il déteste en fait. Il aime pas le fait qu'on l'appelle le pingouin en fait. C'est un manque de respect envers lui. Et le fait que ce soit un personnage qui est ambitieux, qui veut reprendre peut-être le trône, qui se voit un personnage qui a grandi dans la rue et qui voit plus que ça concernant son avenir. Et donc je trouve que c'est un personnage qui marche bien, et moi personnellement c'est une scène que j'ai toujours rêvé de voir au cinéma. Voir le Batman aller voir le pingouin dans l'Iceberg Lounge. Parce que dans les comics, pour moi la relation entre le Batman et le pingouin c'est ça, hein. C'est le pingouin, le pingouin c'est tellement le roi du crime, il a tellement de contacts, de connaissances, il sait tellement tout sur tout le pingouin, que Batman ne peut pas l'arrêter déjà parce que le pingouin est trop malin, parce que le pingouin c'est l'un des seuls ennemis de Batman qui n'est pas taré, c'est un personnage qui est très rationnel, c'est un gangster, et du coup, Batman est toujours obligé d'aller le voir et de se servir du pingouin en tant qu'informateur. Du coup, j'ai toujours imaginé ces séquences-là des dessins animés où t'as Batman qui va aller voir le pingouin dans le Iceberg Lounge, qui est la base d'opération du pingouin dans les comics. Bon là, qui est différente des comics, hein. Le Iceberg Lounge, généralement, c'est avec un gros iceberg et c'est dans une esthétique très pingouin, très arctique, alors que là, on est sur une boîte de nuit simplette, toute simple. Mais c'est quand même cool de voir cette séquence-là où t'as Batman qui vient interroger le pingouin, essayer de faire de lui un informateur, lui récolter des informations. C'est un truc que j'ai toujours rêvé de voir dans les comics, c'est cool de voir ça. Et puis voilà, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, dans le sens où le pingouin, c'est vraiment un personnage secondaire dans ce film, on va dire. Donc, bien sûr, il y a la confrontation avec la séquence de la Batmobile, où tu as le pingouin qui a des réactions très très vivaces, on va dire, et la séquence d'interrogatoire qui est très très drôle, où tu as le pingouin qui se fout de la gueule de l'espagnol de Batman, qui vraiment est dégoûté par des photos, et qui en plus marche comme un pingouin parce qu'il est bâillonné des pieds en plus. Donc c'est intéressant.
Et dans ce film-là, à l'époque, j'avais pas remarqué qu'il avait une démarche de pingouin, mais ça c'est quelque chose qu'on évoquera surtout dans la série télé, le pingouin du coup. Donc voilà, c'est un personnage qui en termes de vibe, en fait, c'est un personnage qui est assez drôle, en fait. C'est un personnage qui est drôle dans son côté, un mec un peu normal, gangster normal, un petit peu italien, qui lâche des surnoms, etc. C'est un personnage qui est comique, en fait. Et à la fin, du coup, il a failli tuer Falcon, mais il l'a pas tué, et donc il prend le pouvoir et il accède du coup au trône de Falcon à la vue de sa tour. Et donc ça, c'est un truc qui promet des choses intéressantes pour le pingouin à faire à suivre, du coup. Mais voilà, pour moi, un personnage que je trouve un peu sous-coté et que moi j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, de façon surprenante d'ailleurs, c'est Carmine Falcon, donc le plus grand gangster de Gotham, le parrain de Gotham, parce que moi je m'en fous de Falcon dans les comics, en gros moi je m'en fous de Falcon à la base, parce que c'est un gangster. Moi chez Batman je cherche des personnages un peu fantastiques, un peu colorés, etc. Falcon c'est vraiment le personnage que t'aimes bien mettre en début de carrière de Batman, pour ensuite mettre les super vilains après, pour vraiment créer la transition entre les deux, et moi j'avais pas du tout aimé le Falcon de Batman Begins, j'avais un peu du mal avec celui de Gotham qui ressemblait pas du tout au Falcon des comics physiquement en tout cas. Et ensuite j'ai vu le film d'animation Batman Allant Halloween et j'ai lu le comics Batman Allant Halloween où Falcon, en fait le personnage de Falcon est très humain en fait dans ces comics en fait, dans ce comics. C'est un personnage qui prend soin de sa famille et qui a un esprit très à la italienne parce que dans Allant Halloween il perd sa famille petit à petit. Donc on voit le personnage se déconstruire de plus en plus, vivre drame sur drame et donc limite tu t'attaches à lui parce que ça reste un gangster certes, mais c'est un gangster qui a de l'âge, qui a de l'expérience, qui a un peu de sagesse, qui est un peu malin et qui a une grande famille qu'il est en train de perdre petit à petit dans le comics. Et là, dans ce film-là, c'est l'inverse. On va surtout en parler dans la série The Penguin, où là, c'est complètement ça. C'est complètement l'opposé du Falcon des comics. Mais là, on est sur une réinvention totale du Carmine Falcon des comics dans l'aspect idéologique, en fait. Et ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé du film. Parce qu'à la fois, physiquement, c'est le Falcon des comics. Tu vois, il a la moustache, le costard, il a les griffures qui ont été causées, pas par Catwoman, mais par la mère de Catwoman. Et ensuite, Catwoman va lui recauser ses griffures à la fin du film. Et réadaptant la séquence de Year One, Catwoman lui refait ces cicatrices-là aussi. Donc il y a ce côté-là. Physiquement, il ressemble. Dans son statut, il est comme dans les comics le roi de Gotham, le mafieux ultime, etc. Il a un grand réseau, etc. Mais moi j'ai adoré le twist qu'ils ont fait. Déjà j'aime bien le petit détail comme quoi il porte des lunettes rouges. Ça veut dire que déjà ça cache un peu de son regard, qui le déshumanise, et en plus ça lui donne un regard sanglant. C'est son regard rouge fait qu'il voit que du sang, il voit que de la mort et que du meurtre en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le Falcon de The Batman. C'est qu'en fait, c'est derrière le Riddler, qui est un peu mal écrit, qui a plein de problèmes, le vrai tueur en série de The Batman, c'est Falcon. Le vrai tueur en série caché de The Batman, c'est lui. Parce que pendant tout le film, déjà tu as Annika qui meurt, et on voit qu'elle s'est fait étrangler à main nue. Ensuite, tu as Selina qui dit que sa mère s'est fait tuer étranglée par les hommes de Falcon. Donc pendant tout le film, on sait qu'il y a un mode opératoire de Falcon qui est d'étrangler les gens. Et le twist du film, quand on écoute l'appel téléphonique de Annika avec Falcon, c'est que c'est Falcon qui les tue, ses filles, en fait. C'est Falcon qui tue ses filles, c'est Falcon qui étrangle ses filles à main nue. Le truc, c'est que Falcon, c'est pas juste un gangster qui envoie des fixeurs tuer des ennemis ou les abattre comme ça, tu vois. Non, le mec, il bute des gens à main nue lui-même. Il les bute lui-même. C'est un tueur en série propre. C'est lui, il étrangle les gens. Sauf que lui, il étrangle spécifiquement les filles, faisant de lui un mâle toxique. Déjà, c'est un homme toxique qui n'a aucun respect pour la femme. C'est sûr qu'il prend plaisir à étrangler ces femmes, à voir ces femmes mourir, perdre leur vie, profiter de leur faiblesse physique en les étranglant à main nue, que ce soit Annika, la mère de Selina, et quand il était sur le point d'étrangler et de tuer Selina à la fin du film, tuer sa propre fille en plus. Donc j'ai adoré le fait qu'on ait fait de Falcon un putain de giga FDP, un tueur macho, qui est super masculin, qui tue des filles à main nue, qui n'a aucun respect pour ça, et qui semble adorer tuer lui-même ces gens de par sa propre personne. En plus avec un mode opératoire qui est celui d'étrangler, donc une mort par étouffement qui est une mort cruelle, et qui sera en plus utilisé de façon super intelligente dans le Pingouin, mais on en parlera dans le Pingouin. Mais voilà, j'ai adoré le fait qu'on ait fait de Falcon un tueur en série, en fait. C'est pas juste le cliché du gangster, lui aussi c'est un mec aussi taré que tous les personnages de la ville de Gotham, en fait. Et j'ai adoré ça, et moi j'ai beaucoup aimé John Turturro dans le rôle, qui a vraiment une prestance un peu sage, un peu, tu vois, avec la voix de gangster un petit peu grave, un petit peu vieillotte, un peu sage. En fait il paraît sage, parce qu'on ne voit pas la folie qu'il y a derrière lui, en fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont aussi adapté la relation de Allant Halloween, la relation presque paternelle qu'il entretient avec Bruce Wayne, parce que justement quand
quand il a vu, quand il se faisait opérer par Thomas quand il était jeune, il voyait le regard de cet enfant de Bruce Wayne, et on voit qu'il a de l'affection pour Bruce Wayne, parce que Thomas Wayne était son ami, à voir s'il l'a tué ou pas, on le saura jamais. Thomas Wayne était son ami, et du coup il veut un peu protéger Bruce Wayne, il veut lui parler, etc. Donc j'aime bien la relation qu'il entretient avec Bruce Wayne, qui voit un peu comme un enfant qui doit grandir. Et donc j'aime beaucoup la mort de Falcon, parce que à la manière des comics, où là c'est Double Face qui le tue, mais là c'est le Riddler, j'aime beaucoup le fait qu'il se fasse tuer par un super vilain, parce que du coup le fait que le Falcon se fasse tuer par l'homme mystère, déjà symbolise, comme dans le comics Un Long Halloween, la fin des meurtres du comics quasiment, la fin des meurtres d'un Long Halloween, où pendant tout le film on tue des personnages proches de Falcon, donc le procureur, le maire, toutes les personnes qu'il a sur sa poche, et en fait toute cette série de crimes va se terminer sur Falcon, comme dans Un Long Halloween, comme dans ce comics là. Et puis du coup il se fait tuer par un super vilain, un homme qui a essayé de nuire à sa réputation, qui a nuit à sa réputation, et un super vilain qui va donc déclencher, maintenant que Falcon n'est plus là, ça va déclencher cette vibe de la fin de l'ère des gangsters et de l'arrivée des super vilains avec le Riddler, le Joker et compagnie, une chose qu'on évoquera aussi dans la critique du Pingouin, qui est très bien faite aussi. Et j'aime beaucoup la mort de Falcon, qui à la fois se fait trahir par le Pingouin, se fait tuer par le Riddler, et en plus avant de mourir, et c'est sûr, et c'est ça le build-up sur le flashback qu'avait Falcon, c'est qu'avant de mourir, il reconnaît le regard de Bruce Wayne, et avant de mourir, il reconnaît Bruce en Batman, en fait. Avant de mourir, il sait que Bruce Wayne est Batman, et du coup il va emporter ce secret dans la tombe, et je trouve que ça donne une mort très intéressante pour le personnage qui va mourir en sachant que ce gamin est devenu son pire ennemi, et à la fois il revoit ce regard un peu sensible qu'il avait vu quand il était plus jeune, d'un fils qu'il n'aura jamais en fait, parce que que ce soit dans les comics ou dans la série Le Pingouin, on sait que le Falcon a quelques problèmes avec son héritage familial et les gens qui sont censés récupérer son trône. Donc ça c'était le petit bout d'humanité qui était présent dans le personnage, qui était intéressant et qui faisait que j'ai bien aimé la réinvention de Falcon. Et donc j'avais envie de terminer comme sur le Joker de Barry Keoghan, qui est présent dans une seule scène à la fin du film, mais qui est surtout présent dans une scène coupée du film, qui est une scène que j'aime beaucoup du film, et Barry Keoghan pour le coup est un très bon casting, je le vois totalement en Joker. Un Joker avec une voix très aiguë, avec un côté un peu jeune, parce que Barry Keoghan il a une vibe très jeune, un peu rebelle je trouve, donc une vibe un peu différente qu'on n'a pas trouvé avec le Joker je trouve, et la scène était très bien, j'aime beaucoup, du coup ça reprend le côté profilage de Batman avec le calendrier dans les comics, mais du coup j'aime beaucoup le fait qu'il ait déjà affronté le Joker et que Batman déjà entretient cette relation un peu de proximité avec le Joker, dans le sens où la première chose qu'il se dit quand il doit enquêter sur l'homme mystère, c'est d'aller voir le Joker parce que je suis sûr que lui il sait et il peut m'aider sur ce truc là. Montrant comme quoi le Joker et lui, montrant comme quoi il est presque inséparable de lui, le Joker, ils ont déjà une espèce de relation de connexion qui existe en fait. Et c'est une scène qui fait très comics, qui rappelle un peu la scène la scène culte de l'interrogatoire de The Dark Knight, où t'as Batman qui commence à péter un plomb et le Joker qui reste très très lucide sur ce qu'il dit, et dans la manière dont il manipule Batman, dans la manière dont il est fasciné par Batman, dont il veut savoir un peu comment il fonctionne, à quel point Batman le fascine et à quel point pour lui le Riddler en fait, à quel point le Riddler pour le Joker c'est un personnage qui est très simple d'esprit en fait, il est facile à cerner, là où Batman il est fasciné par Batman, et je trouve qu'on respecte déjà bien l'idéologie des deux personnages. Surtout avec cette mise en scène où justement on ne montre jamais le visage du Joker en entier, c'est assez intéressant. Et oui, moi je trouve que du peu qu'on a eu de cette relation Batman-Joker, je trouve qu'il y a un beau potentiel qui ne mérite qu'à être exploité bien sûr. Les peu moments où on le voit dans le film et dans la scène coupée, il y a un très bon rire. Et son design, c'est particulier son design, j'ai envie de dire, c'est... à la fois, moi j'aime bien l'idée... En fait, si tu m'avais dit que c'était une version réaliste du Joker qui était tombé dans une cuve d'acide, comme dans les comics, parce que moi, je veux revoir un Joker qui tombe dans une cuve d'acide comme dans les comics, quoi. J'en ai marre du maquillage, là, c'est bon, faites-moi le vrai Joker un peu mutant, là. Donc avec des toxines, etc. Là, le Joker qui était Redwood, par exemple. Moi, c'est ce Joker-là que j'aime bien, et on dirait vraiment que ce Joker-là, il est tombé dans une cuve d'acide. Quand tu vois sa dégaine, quand tu vois toutes les ecchymoses, tous les bleus, toutes les traces de brûlure, les trois quarts de ses cheveux qu'il a perdus, avec quelques mèches vertes. On a l'impression que c'est un Joker limite comics accurate qui est tombé dans une cuve d'acide, et ensuite tu as Matt Reeves qui te dit en interview que non, c'est pas ça. Et du coup, j'ai eu le seum, parce que j'avais espoir d'avoir un Joker un peu accurate. Mais non, du coup, ce Joker-là, c'est un Joker, en fait, de ce qu'avait dit Matt Reeves, me semble-t-il, si je ne commets pas d'erreur. Il me semble que ce Joker-là est atteint d'une maladie, d'une pathologie qui fait qu'en fait il a un sourire permanent. Et du coup ce sourire permanent, ce sourire permanent a déjà complètement déformé sa mâchoire, d'où la mâchoire un peu dégueulasse, sa dentition, ses lèvres vraiment pleines de boutons immondes qu'on voit dans la scène coupée.
Et en plus, à cause de ça, il a eu une enfance très difficile. Une enfance très difficile où il se faisait certainement bully par plein de jeunes, par plein de personnes toute sa vie. Il a probablement une vie un peu de merde. Et du coup, c'est un personnage qui se scarifiait tout seul, qui se grattait, qui se arrachait les cheveux, qui se machin. Et du coup, c'est un personnage là qui s'est créé lui-même, qui s'est défiguré lui-même en fait. Et au bout d'un moment, il a complètement arrêté de... je crois qu'il ne sent pas la douleur, ce Joker-là, déjà. Puisqu'en plus, on voit qu'il a ses ongles pleins de sang dans la scène coupée, en plus. Et on voit qu'il se scarifie tout le temps. Donc il y a ce côté-là. Il ne ressent pas la douleur parce qu'il a vécu tellement de douleur dans sa jeunesse que maintenant, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il prend, il le prend à l'humour, à la comédie, et donc à la Joker, en fait. Et je trouve que c'est une backstory qui est cool. En vrai, j'aime bien la petite backstory qui est assez intéressante. Mais j'aurais aimé un Joker en cuve d'acide. Et autre point qui me dérange encore un peu avec ce Joker-là, qui reprend un peu les codes de celui de Heath Ledger par exemple, et du Riddler de Matrix, c'est qu'on est encore sur un Joker, dégueulasse, quoi. Il est dégueulasse, il est pas du tout... Jamais Harley Quinn sera dans cet univers déjà, mais il est dégueulasse physiquement, il est pas du tout coiffé, il est pas du tout classe, tu vois. C'est sûr que s'il sort de prison et qu'on lui donne un cara design, il sera habillé comme un clodo, comme le Joker de Heath Ledger, je pense, quoi. Alors que pour moi, le Joker, c'est comme le Riddler, c'est un personnage qui aime bien se montrer, qui se met bien physiquement, qui se coiffe bien, qui aime bien faire le show. Donc là, je pense qu'on serait sur un Joker un peu plus sadique, un peu plus tueur en série, un peu plus enquête, encore une fois. Mais bon, je ne demande qu'à voir ce qu'ils en feront de ce Joker-là. Mais pour l'instant, j'ai quand même des soucis sur ce personnage-là. Et c'est vrai qu'on avait aussi là, le personnage de la mère réelle, qu'on voit très peu, mais qui est là pour représenter un peu la jeunesse de Gotham, et c'est aussi le truc un peu débile du film, le fait que le Riddler veuille tuer la mère, pensant que la mère pourrait causer autant d'emmerdes que la précédente juridiction de Gotham, alors que c'est une meuf de 22 ans qui est en plus afro, représentant davantage le côté différent, c'est le côté, je suis pas comme ces blancs riches qui ont niqué la ville. Donc, et d'ailleurs, c'était marrant de voir que le Riddler que le Riddler opérait sur le dark web et qu'il avait un site web où il communiquait avec ses suiveurs en fait. Ça c'était intéressant. Mais voilà, ce personnage-là qui est intéressant pour représenter l'avenir de Gotham, qu'on espère sera développé davantage dans la suite de l'univers. Et moi personnellement j'ai eu beaucoup de mal avec le dernier acte, le combat final. Autant j'aime beaucoup le côté action de Batman, mais autant moi personnellement c'est un truc qui m'a toujours dérangé dans les films, notamment avec Spider-Man Far From Home, où le combat final c'est juste Spider-Man qui affronte des drones. Et ça me dérange. Moi, c'est pas ce que je veux voir dans un film Spider-Man. Moi, je veux voir affronter Mysterio d'une certaine manière, pas des drones, quoi. Et voilà, ça fait passer un peu pareil. C'est comme le Riddler, il est déjà en prison. Le combat final, c'est Batman qui affronte des hommes de main. Et moi, j'avoue que ça me dérange. Moi, j'arrive pas à être impliqué quand je vois Batman affronter des hommes de main. En plus, t'as la facilité scénaristique où t'as tous les Riddlers qui sont avec des snipers et ils arrivent pas à tuer la mère d'un seul coup. Genre, c'est débile. Il la touche à l'épaule, évidemment. Donc, je trouve que ça, c'est encore l'une de ces petites facilités scénaristiques qui sont pas vraiment le bienvenu dans ce film, qui se veut très mental, entre guillemets, alors que pas tant que ça, comme j'ai dit depuis le début de la critique. Et moi, personnellement, même si l'action était cool, ça m'a un peu dérangé de juste voir Batman affronter des hommes de main. Moi, quand il n'y a pas le méchant principal, moi, ça m'enlève vraiment le poids du truc. Heureusement qu'il y avait cette fin thématique où tu as le méchant qui dit qu'il se nomme Vengeance, et c'est là que Batman remet en question toute sa cause à lui. Heureusement qu'il y a cette fin-là qui mène ensuite à toute la séquence, à tout le monologue final, parce que sinon, voilà quoi. Et surtout moi, la séquence où tu as le Joker qui dérange le Riddler aussi m'a dérangé parce que ça faisait très dans un film qui se veut entre guillemets si subtil, c'était vraiment un truc qui était pas subtil dans un sens, j'ai envie de dire, et ça faisait très scène post-générique du MCU dans un sens, le Riddler qui papote avec l'homme mystère en mode ouais on va foutre la merde ensemble un jour. Donc tu vois, il y a des défauts dans ce film et je suis surpris que les gens ne veulent pas s'en rendre compte et qu'on est beaucoup trop surpris par la maestria des visuels de Greg Fraser et Matt Reeves, quoi. Il faut pas oublier ses défauts, les gars. Faut pas oublier que pour moi, The Batman, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre. Et oui, et puis il y a d'autres personnages. Il y a aussi Skarsgård, Peter Sarsgaard, qui est un acteur que j'aime bien aussi. Bon, qui joue le rôle du procureur, qui est certainement là pour nous teaser l'arrivée de Harvey Dent, maintenant qu'il n'y a plus de procureur, donc peut-être double face, que je verrai totalement dans cet univers-là également. Et dans le rôle de Jill Coulson, et il y avait déjà eu un Coulson procureur, je crois, dans l'un des dessins animés Batman, par exemple. Mais un peu dommage de donner un rôle quand même plutôt secondaire à un acteur quand même qui est plutôt connu, Peter Sarsgaard, qui avait déjà joué chez DC dans le très mauvais Green Lantern, par exemple. Donc dommage d'avoir fait ce côté-là. Et nous sommes toujours sur un film qui arrive parfaitement à respecter un peu la vibe PG-13 de Christopher Nolan, tout en racontant une histoire la plus sombre, la plus violente, la plus adulte possible. Justement avec tout ce côté, le film au final est très politique, vraiment dans tout ce qu'il dit par rapport à la rénovation et à Falcon. Et il y a des scènes, comme je l'avais déjà dit, qui évoquent vraiment le côté horreur, où du coup le manoir Wayne est complètement devenu une maison hantée en fait. Et ça c'est intéressant comme principe, où t'as que des drogués qui vivent là-dedans et c'est tellement triste et c'est tellement tout l'opposé
l'opposé de ce que la famille Wayne souhaitait en fait. Donc il y a vraiment ce côté horreur avec justement en plus le gros vidéo proche qui projette le visage de Thomas Wayne en face de son fils. Donc il y a plein d'idées visuelles symboliques qui sont assez intéressantes sur ce côté-là. Et comme je dis, tout le discours du Riddler, et ça c'est la seule partie du discours que j'ai trouvé intéressante du Riddler qui dit que Bruce Wayne a vécu dans la richesse et que on sait jamais, et que moi et nous les enfants pauvres on s'en fout de nous, etc. Je trouve ça intéressant d'enfin donner un vrai discours très très assumé sur le fait que Bruce Wayne, c'est un riche en fait, et que lui aussi il fait partie du problème dans un sens, et que c'est à lui de se remettre en question pour corriger, rectifier un peu le problème de ce déséquilibre social à Gotham. Et donc c'était le seul point que je trouvais intéressant avec le Riddler, parce que le moment où il crie Bruce Wayne pendant tout le truc. Donc voilà, et puis il y a tous ces parallèles bien sûr avec la mort du maire qui recontextualise un peu les news à la télé de Gotham, qui font penser un peu à The Dark Knight Returns, où les médias sont très importants dans The Dark Knight Returns. Il y en a beaucoup d'enchaînements télévisuels dans ce film-là, qui peuvent faire penser à la profusion des médias de The Dark Knight Returns également. Et oui, là, on voit qu'il y a tout le parallèle avec bien sûr Batman qui voit que son fils, qui voit le fils du maire et qui pense à lui-même évidemment, à ce que lui va vivre et vivre ce que lui a vécu. En plus Alfred aussi, comme on joue sur le jeu du regard, il y a aussi une mise en abîme aussi avec Alfred qui voit ce que Bruce a vu, parce que j'aime beaucoup l'idée des lentilles qui enregistrent tout ce que Batman a vu. Comme ça il n'a pas à récupérer des objets ou à étudier des trucs, il peut les enregistrer tout simplement. Donc il y a plein d'idées comme ça qui fonctionnent très très bien. Surtout qu'il y a presque cette mise en parallèle totale avec Batman, vu qu'au début dans la séquence à la fenêtre sur cour, tu vois le gosse habillé en justicier en train de jouer avec son père, le maire, etc. Ce qui crée limite le côté un peu Zorro, un peu de Batman qui regardait les films Zorro, Bruce Wayne qui regardait les films Zorro, et c'est comme ça qu'il s'est inspiré de Batman. Même Falcon l'appelle Zorro à un moment donné, donc il y a toute cette idée-là qui est intéressante aussi, et qui pourrait peut-être nous offrir l'espoir, j'espère, mais je pense pas du coup, d'avoir un Robin dans cet univers. Et donc je pense que j'ai terminé sur la review de Batman, et puis j'ai envie d'évoquer aussi la présence des jumeaux Carver, que je connais de la série The Leftovers, qui jouent les Trigger Twins, aussi des jumeaux connus des comics de l'univers de Batman. Donc voilà, ma conclusion sur The Batman, un très bon film, très bien réalisé, très bien shooté, plutôt bien interprété, même si j'ai été déçu de la manière dont on a exploité le jeu des différents acteurs, mais avec un antagoniste qui pour moi a tombé un peu trop à l'eau au fil de la progression du film, une superbe version de Batman qui est malheureusement contrebalancée par une très mauvaise version de Bruce Wayne, avec des personnages secondaires qui portent très bien le film, comme le Pingouin, Gordon, Falcon, etc. Un esthétique, une musique, un rythme pour moi qui m'a vraiment porté durant tout le long. On a une ambiance qui est vraiment très très marquée dans ce film-là, avec un lore et une contextualisation du monde de Gotham qui est très très intéressante, qui pourrait créer une série à elle-même avant même que Batman existe même. Donc voilà, pour moi c'est un bon film, mais un bon film qui a des problèmes, encore une fois, des problèmes d'écriture, comme je dis, de Matt Reeves, je trouve qu'on déifie un peu trop Matt Reeves, et on déifie peut-être un peu trop cet univers-là, ce film, alors qu'il y a des défauts d'écriture évidents, des défauts de narration évidentes, et il y a des choix qui laissent à désirer, je trouve. Donc voilà, ce n'est que mon avis, mais voilà, on verra si je serai beaucoup plus positif sur le Pingouin, qui n'est pas réalisé par lui, mais qui est produit par lui évidemment. Donc j'ai très hâte de vous faire la critique du Pingouin avec mon cher ami Elia, mais d'ici là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur The Batman, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos, notamment pour celle sur le Pingouin. Ciao!